Le thème « Plus fort après la crise », vous aurez tous remarqué le sens de la propos des organisateurs du MEDEF. Je vous propose de la rebaptiser peut-être « Plus fort pendant la crise » ou peut-être « Plus fort avant la prochaine crise ». L'idée de cette table ronde est une table ronde témoignage, c'est-à-dire que nous avons autour de la table des chefs d'entreprise et des responsables publics qui vont livrer leur témoignage sur la manière dont ils ont vécu la crise ou dont ils se sont adaptés au sein de leur entreprise. Et les personnes politiques qui m'accompagnent, elles nous expliqueront un petit peu comment, de leur point de vue, elles s'efforcent de vous aider et quels sont, selon elles, les points de vue et les méthodes que vous devriez adopter ou les choses à faire pour que cette crise, tout le monde s'en sorte mieux. Alors, il y a un système très interactif de questions-réponses qui a été mis en place spécialement, qui s'appelle Balloon, qui va vous permettre de poser des questions via votre téléphone et via SMS. Alors, l'organisateur de Balloon est là, il va vous expliquer en 2 mots comment faire. Je vous prie de l'écouter juste très attentivement, comme ça vous allez pouvoir poser vos questions et ça sera beaucoup plus interactif. Et ensuite, je présenterai les personnes autour de moi. Allô ? Oui. Merci beaucoup. Alors, effectivement, le système va vous permettre, au fur et à mesure de la conférence, de poser vos questions aux intervenants et l'animateur a un retour et pourra les transmettre et vous faire le porte-parole de la salle. Pour ça, il y a 3 moyens. Le premier, c'est par Twitter, avec le hashtag MEDEF1. Le deuxième, c'est par SMS, avec le mot-clé MEDEF1, suivi de votre message au 31 244. Les consignes seront affichées à l'écran tout à l'heure. Et le dernier, c'est sur Internet ou sur votre mobile, votrequestion.com. Voilà. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup. Je vous présente très rapidement les intervenants de cette table ronde. Donc, à ma gauche, Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Vous avez été autrefois députée de Meurthe-et-Moselle, conseillère régionale de Lorraine. À ma droite, honneur aux femmes, Isolis Coste, PDG et fondatrice de la société Mille Merci, société spécialisée dans le marketing et la publicité interactive. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et du tourisme, auparavant député des Hauts-de-Seine et porte-parole de l'UMP chargé de l'économie. À la gauche de Madame Morano, Monsieur Étienne Bernard, président directeur général de Bernard Contrôle, une société spécialisée dans l'automatisation des vannes, président du comité TPE, PME, ETI du MEDEF et également président du GIM. À la gauche de Étienne Bernard, Fabrice Brégier, directeur général délégué d'Airbus depuis 2006, qui préside également depuis janvier l'association Pacte PME. À la gauche de Fabrice Brégier, Monsieur Charles-Marie Jotras, PDG du groupe FEO Immobilier, leader de l'immobilier haut de gamme. Et à la gauche de Charles-Marie Jotras, Charles Becbédé, bonjour, que vous connaissez tous, membre du comité exécutif du MEDEF et qui est président fondateur de Gravitation. À la droite de Frédéric Lefebvre, Arnaud Vessier, cofondateur en 1985 et président directeur général d'International SOS, société internationale qui aide les grands groupes dans la gestion des risques liés à la santé et à la sécurité de leurs salariés. À la droite de M. Vessier, Guy Shapiro. Guy Shapiro is President and CEO of the Consumer Electronic Association, et président donc de l'association directeur général de l'association de l'électronique grand public américain. C'est l'association qui fabricants de produits électroniques grand public aux qui regroupe États-Unis 2000 adhérents et qui assure les relations commerciales de toute la partie électronique consumer. À la droite de Mr. Guy Shapiro, M. Stéphane Brousse, président de la société familiale Brousse Verger, qui est une entreprise spécialisée dans les exportations notamment de produits frais en conserve. Voilà, cette table ronde va être très dense, elle va être divisée en 3 grands moments. Première consacrée aux PME, la manière dont les PME ont pu traverser la crise, ont dû s'adapter ou devront encore s'adapter, nerf moteur de la croissance de demain. Nous parlerons ensuite d'innovation, parce que cette crise depuis 2008 a comme particularité de s'être opérée dans un contexte où l'innovation a continué, à tous les niveaux, dans tous les pays, et d'une manière assez spectaculaire. Et enfin, nous replacerons le facteur humain au sens de la crise, comment les entreprises doivent absolument aujourd'hui en faire un élément clé de leur stratégie pour survivre et se développer dans la crise et après la crise.
Je cède tout de suite la parole à Frédéric Lefebvre, qui va ouvrir notamment la partie PME. Merci. Écoutez, je veux d'abord vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous tous entrepreneurs, passionnés, poumons de la croissance. Et je n'emploie pas ce mot au hasard. Vous savez, quand je suis arrivé, les micros se sont tendus, on m'a demandé si j'étais venu vous faire des reproches. J'étais un peu étonné, parce que c'est exactement l'inverse. Moi, je suis venu vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont les acteurs économiques, les grandes, les petites, les très petites entreprises se battent depuis 2008, résistent à la crise. On est là pour parler de la crise. La crise, elle est multiforme. Ce sont des révélateurs, ces crises. Quand je dis multiforme, vous savez, crise bancaire, crise économique, crise des dettes souveraines. On sait, dans un monde qui est globalisé, que ce qui pose problème, ça a été très bien rappelé tout à l'heure par le président Van Rompuy, que c'est l'enchaînement des crises. Et vous avez cette caractéristique les uns et les autres, les acteurs économiques, qui n'est pas toujours la caractéristique des hommes et des femmes politiques, c'est que vous affrontez la réalité, vous êtes dans la réalité. Et ces crises, ce sont, je le disais, des révélateurs. Elles montrent que notre pays regorge de cerveaux, qu'il lui faut parfois des bras, qu'il lui faut des gens qui décident, qui se transcendent, qui dépassent les dogmatismes. Et tout à l'heure a été évoquée, par exemple, l'idée de la règle d'or. Je suis certain qu'ici, elle est partagée par la plupart d'entre vous pour une raison simple. C'est qu'évidemment, vous, la règle d'or, vous l'appliquez. Et quand je disais tout à l'heure que les hommes et les femmes politiques ne sont pas toujours confrontés aux réalités et n'affrontent pas toujours le réel, c'est qu'il y a eu une formidable échappatoire depuis 30 ans à l'affrontement de la réalité. C'est la crise, c'est le déficit, c'est la dette surtout. Et ces crises de l'endettement, puisque toutes ces crises sont liées à l'endettement, elles doivent aujourd'hui faire réagir les uns et les autres. J'ai eu l'occasion de dire, dans une interview dans Le Figaro, Cyril Lachèvre, le jour même de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont-elles vu, cette interview, au cœur de l'été, que l'unité était une nécessité. Quand on parle des sujets économiques, du chômage, de la crise, très honnêtement, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Quand j'avais eu l'occasion, moi, quand j'étais parlementaire, de défendre comme premier amendement la règle d'or, justement, j'avais écrit à Édouard Balladur à l'époque, qui avait été chargé par le président de la République de réformer la Constitution. Je l'ai fait par conviction. J'avais travaillé d'ailleurs avec Guy Carcassonne sur cette question. Et à l'époque, nous n'étions pas audibles. Aujourd'hui, cette crise, elle permet que chacun soit face à ses responsabilités. Quand l'avenir est incertain, il faut, vous le savez, les uns et les autres, vous le vivez au quotidien, je le disais, être en prise avec le réel. C'est la ligne du président de la République depuis 2008. Même au plus fort de la crise, le gouvernement a continué de mener les réformes structurelles notamment. Il a fallu du courage et de la détermination pour aller au bout de la réforme des retraites. Il faut du courage et de l'intuition pour décider au moment de la crise qu'il faut continuer à investir, qu'il faut faire confiance aux entreprises. Les investissements d'avenir, par exemple, qui construisent notre avenir. Et vous savez, on pourrait multiplier évidemment les réformes, la réforme de l'université, le triplement du crédit impôt recherche. Ici, vous savez que 80% des nouveaux entrants dans le crédit impôt recherche sont des PME. Et que cette bataille de la France dans la mondialisation, elle se fera sur l'innovation et la recherche. J'étais hier à La Haye, où j'ai rencontré le ministre de l'économie. Et on a évoqué ces questions. On va prendre un certain nombre d'initiatives ensemble sur ces questions et sur d'autres. Parce que notre devoir est d'être à vos côtés. Je pense par exemple à la question de la simplification. Je me suis attaqué à ce sujet, on m'a dit « vous faites ça parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses ». Est-ce que c'est une nouvelle qu'il n'y a pas d'argent ? Qu'il faut faire des efforts en matière budgétaire, qu'il faut réduire la dépense budgétaire, la dépense fiscale. Eh bien, le cabinet Ernst & Young a mesuré les 80 décisions que j'ai été amené à prendre. Ça pèse 1 milliard d'euros rendus aux entreprises. Et ces décisions
beaucoup ici le savent, j'ai eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Je ne les ai pas sortis des tiroirs de l'administration. J'ai fait des assises de la simplification. J'ai travaillé avec le MEDEF ici, avec les chambres consulaires, avec les chefs d'entreprise que vous êtes. 3 à 4 fois par semaine, je suis sur le terrain, à la rencontre des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, dans les CCI. Je vais visiter les entreprises. Et moi, je veux vous dire une chose, c'est que j'ai mesuré, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai été interrogé, que jamais une fois vous n'avez baissé les bras. Et que notamment dans les petites entreprises ou dans les très petites entreprises, l'humain a toujours été arbitré favorablement. Dans les grandes entreprises, c'est parfois autre chose. Et notre pays, évidemment, continue de vivre des difficultés. On a été amené à prendre un plan, peut-être allons-nous y revenir tout à l'heure, qui a été annoncé par le Premier ministre, qui est un plan qui est à la fois juste, parce que ce sont les plus hauts revenus, ce sont les plus grandes entreprises qui emportent l'essentiel. Mais en même temps, moi je veux dire par exemple sur la question des hauts revenus, j'entends taxer les hauts revenus, Maurice Lévy, d'autres ont eu l'occasion de dire que c'était juste. Le gouvernement a pris cette décision. Mais j'entends des voix dans l'opposition, dans la majorité même, qui disent à l'occasion du débat parlementaire, on va abaisser les seuils. Moi je dis attention, et je me battrai sur cette question. Parce qu'abaisser les seuils, ce sont les patrons de PME qu'on va toucher. C'est-à-dire ceux qui prennent des risques. Or, on ne peut pas désespérer l'esprit d'entreprise dans notre pays. Et donc, il faut mesurer à quel point sur ces questions, nous devons les uns et les autres être extrêmement prudents, à quel point notre devoir est d'arbitrer. Toujours, c'est ce qu'a fait François Fillon, c'est ce qu'a fait le président de la République, c'est ce que nous avons fait, en ajustant les mesures, pour ne pas fragiliser la croissance. Regardez les pays qui n'ont pas eu la trajectoire que nous avons depuis 4 ans. Ils ont été amenés à prendre des décisions beaucoup plus douloureuses. Baisse des pensions, baisse des bourses, baisse des salaires, avec le risque, on le voit bien dans ces pays, de fragiliser notamment la consommation. Or, vous savez, mieux que quiconque les uns et les autres, que la consommation est un des principaux moteurs de l'économie française. Alors, moi, je veux vous dire, par exemple, je suis parfaitement conscient, on aura l'occasion, j'imagine, d'en débattre, et il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on avance. J'ai parlé de la simplification tout à l'heure, je pourrais multiplier les exemples. Sur la simplification, à partir du mois d'octobre, nous avons pris la décision que les avalanches de réglementation qui vous arrivent à tout moment de l'année, elles seront dorénavant concentrées sur 2 dates, le 1er janvier, le 1er juillet. La feuille de paye, à chaque fois que nous avons été sur le terrain, tout le monde nous a dit on n'y comprend plus rien, nous patrons n'y comprenons rien, les salariés non plus. On va la diviser par 2 en nombre de lignes. Sur la question terrible de la paperasserie, 50 jours ouvrés, c'est 50 jours ouvrés, en moyenne, par entrepreneur. Pendant lequel, évidemment, vous pouvez être amené, peut-être, à créer, à aller avec vos commerciaux sur le terrain. Il y a 70 déclarations en moyenne. Vous répétez 70 fois la même chose. On est en train de mettre en place l'outil qui va permettre que vous ne disiez les choses qu'une fois pour toutes, une fois par an sur votre entreprise. Avec aussi ce que vous vivez comme citoyen, les documents pré-remplis qui n'existent pas pour les entreprises. Je pourrais, là encore, multiplier. On va avoir une loi fin septembre qui va nous permettre de traduire l'ensemble de ces mesures. De la même façon, sur la question du crédit. Vous savez, je parlais des rencontres que je fais 3 fois par semaine, où je vais à la rencontre de vous tous. Et j'avais mes collaborateurs, les services, mon cabinet, le médiateur du crédit, qui disaient « les choses s'améliorent en matière de crédit ». C'est vrai. Mais j'avais dans le même temps, moi, des acteurs que je rencontrais qui me disaient « on n'arrive pas à avoir nos crédits ». Notamment les petites entreprises. Tous les crédits de moins de 25 000 €, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas suivis ni par les banques, ni par la Banque de France. Et donc, je me suis battu, on va avoir un reporting, et je vous le dis, je vais réunir les banques le 20 septembre. On va regarder précisément maintenant où en sont
ces crédits de moins de 25 000 euros. Et je suis bien décidé sur ces questions à ce qu'on prenne des décisions qui permettent de fluidifier le crédit et qui permettent notamment aux petites entreprises de créer des emplois. Parce que ces emplois dont nous avons si besoin, moi je le dis et je le répète, notamment quand je suis interrogé par les acteurs économiques, les entreprises créent des emplois. Regardez par exemple le deuxième trimestre, avec une croissance stabilisée. C'était évidemment pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que vous avez créé 20 000 emplois de plus que ce qui était prévu. Que depuis le premier semestre, l'emploi salarié a augmenté de 0,4% au premier trimestre, au deuxième trimestre, qu'on est à 126 000. Il faut aller plus loin, parce qu'évidemment, avec tous les entrants sur le marché du travail, il faut dépasser les 140 000, 150 000 pour qu'on commence à faire baisser le chômage. Mais donc notre devoir, il est de vous aider, de vous accompagner, et non pas de vous alourdir la barque. De même que je crois qu'il est temps d'ouvrir, quand on parle de simplification, beaucoup d'entre vous m'avaient parlé des seuils sociaux. C'est vrai que ce n'est pas exactement le sujet de la simplification, même si vous verrez dans le texte, nous sommes décidés à harmoniser les seuils. Mais moi, je veux le dire, je rejoins d'ailleurs la posture éclairée de Laurence Parisot sur ces questions et sur les priorités en matière de dialogue social. Ça fait partie du dialogue social. Il faut qu'on ait ce débat dans notre pays sur les seuils sociaux. Et de la même façon, on sait les uns et les autres que c'est par le consensus qu'on va trouver des solutions. Mais on ne peut pas continuer que le consensus soit uniquement sur l'immobilisme et qu'on ne bouge pas sur ces questions. Parce que moi, je regarde ce qui se passe outre-Rhin. Et quand on dit qu'on veut converger et qu'on est en train d'entreprendre cette convergence sur la fiscalité, sur l'impôt sur les sociétés, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les entreprises françaises et allemandes. Mais il faut aussi qu'on converge sur d'autres sujets. Si on veut qu'en termes de compétitivité, les uns et les autres soient à même d'affronter les réalités de demain. Je voudrais vous dire que j'ai dit quelques chiffres tout à l'heure qui sont de nature à faire espérer. J'entends aussi souvent dire le pouvoir d'achat serait en berne en France. Écoutez, il faut regarder la réalité. Regardez cette étude de la Commission européenne. Elle a été publiée au mois de mai ou juin, je ne sais plus exactement. Elle a comparé l'évolution dans les différents pays de la zone euro. Et on s'aperçoit que c'est la France qui a la plus forte évolution de son pouvoir d'achat depuis 2007, plus 3,7%. La consommation a tenu, vous le savez, et c'est un moteur qui est essentiel. Et donc, le fait que nous ayons cette trajectoire, je voudrais essayer de vous convaincre les uns et les autres que la réduction de la dépense publique, que ça soit la dépense budgétaire, que ça soit la dépense fiscale aussi. Et il est normal que nous nous attaquions aux niches fiscales, et notamment celles qui n'ont pas d'efficacité, mais que nous privilégions, au contraire, celles qui sont efficaces. En tout cas, vous l'avez compris, je ne vais pas être plus long, puisqu'on me regarde en me disant qu'il faut que les uns et les autres puissent s'exprimer, bien sûr. On va avoir l'occasion d'échanger. Mais moi, je suis le premier à votre contact à dire, à répéter que l'économie, ça n'est pas un concept abscon, que l'économie est vivante, qu'elle vit sur la passion des hommes et des femmes que vous êtes, et que chacun d'entre nous doit d'abord une forme de reconnaissance à ceux qui sont passionnés, parce qu'on peut être très fier, comme nous le sommes, de notre protection sociale, de notre modèle social. Mais on ne doit jamais oublier que ce modèle social, on le doit à qui? À ceux qui prennent des risques, qui le financent, qui tirent le pays vers le haut, qui créent de la croissance, qui créent des emplois. Et moi, je souhaite que les uns et les autres, vous mesuriez, je travaille beaucoup évidemment avec un certain nombre de représentants du MEDEF, on a des projets, on va travailler dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais mon bureau est ouvert. Moi, j'ai besoin de rencontrer les uns et les autres. Parce qu'il faut que sur les solutions, je l'ai dit tout à l'heure, la simplification, la réglementation, sur le crédit, nous puissions être aux côtés des acteurs économiques, ceux qui créent de l'emploi. C'est là qu'on va pouvoir aller chercher les points de croissance qui nous manquent. Et c'est donc avec vous tous, et parce qu'on aura su faire de nos relations celles d'un État
partenaire, alors que vous l'avez tellement vécu comme un État adversaire depuis tant d'années. Merci à tous. Merci Frédéric Lefebvre. Arnaud Vessier, je me tourne vers vous. Vous avez rédigé cet été pour l'Institut Montaigne un rapport sur les PME, la création des PME et le développement des PME, un rapport dans lequel vous dressez un bilan très inquiet, très pessimiste sur la situation des PME françaises. Est-ce que vous pensez que les PME françaises ont eu du mal à traverser la crise, ne l'ont pas encore traversée? Oui, le constat est en partie ce que Monsieur le ministre vient de nous rappeler, c'est-à-dire qu'il y a croissance, on a plus de croissance que nos concurrents, et dans l'ensemble, la consommation a tenu. Inversement, ce qu'on constate, c'est que la compétitivité de nos PME a baissé, et évidemment, à travers le prisme du commerce international, c'est très clair, puisque on est passé d'un excédent en 2002 à un très large déficit aujourd'hui. Alors que notre principal concurrent avec lequel on veut s'aligner et ami, l'Allemagne, a augmenté son excédent de façon spectaculaire, et très largement d'ailleurs à notre détriment. Donc ce qu'on dit, c'est que il y a eu énormément de mesures qui ont été prises en faveur des PME et qui vont dans le bon sens. Un grand nombre a été rappelé par Monsieur le ministre. Mais la crise est telle qu'il faut accélérer. Moi, j'ai toujours vécu à l'international. J'ai passé 25 ans à l'international. J'ai créé mon groupe à Singapour. En vivant à l'international, cette année, on a créé 2500 emplois. Nos clients sont les grandes multinationales et les organisations gouvernementales. Et on s'aperçoit que les multinationales se portent bien. Donc, plus on est vers l'international, plus on a des chances de croissance. La France, avec ses PME en particulier, a un problème d'accès à l'international. Donc il y a des tas de choses positives, mais la vraie problématique, c'est comment aider nos PME à accéder à l'international plus vite. On a exactement le même nombre d'entreprises exportatrices aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 90 000. Donc, alors là où les Italiens, par exemple, qui n'ont pas été particulièrement performants, ont augmenté leur nombre d'entreprises exportatrices de 10% et en ont 180 000, 2 fois plus que nous. Donc, il faut aider les PME, et on voit un certain nombre de pistes, et qui ne sont pas uniquement d'ailleurs des problèmes de l'État ou d'aide de l'État. Mais il y a clairement un problème culturel. Il faut que nous tous, on ait envie d'aller à l'international. Il faut que le MEDEF, les entreprises, l'État aident à une progression au niveau de l'anglais, qui est quand même un frein pour les entreprises. La numérisation, la France est en retard en numérisation. Nous avons 500 000 PME qui ne sont pas du tout numérisées. Comment peut-on se développer sans numérisation? Et puis il y a des secteurs plus clés comme le financement. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises françaises ont accès au crédit, mais en revanche, elles sont sous-capitalisées, donc elles demandent moins de crédit que les autres entreprises des autres pays. Et un exemple là très intéressant, c'est l'exemple anglais qui offre la possibilité aux individus d'investir jusqu'à 1 million de livres de leur revenu annuel dans les PME, enfin dans toute entreprise d'ailleurs, mais PME, avec des déductions fiscales qui, cumulées, arrivent à 70%, ce qui est considérable. Là où en France, avec la loi TEPA, on est en diminution dans le futur. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que le problème français, c'est nos PME, c'est en même temps notre espoir, parce que dans une crise, il y a ce très beau idéogramme chinois qui dit que crise, il y a 2 idéogrammes, l'un qui montre danger et l'autre qui signifie opportunité. Donc dans cette crise, il y a des opportunités, mais pour ça, il faut absolument focaliser tous les efforts de l'État dans un cadre de contraintes budgétaires féroces sur l'aide aux PME.
Fabrice Brégier, je me tourne vers vous. C'est paradoxal que vous interveniez sur les PME, un grand groupe comme le vôtre, mais Airbus, donc, qui est habitué à traverser des crises cycliques, a une relation particulière avec ces PME et vous, en tant que président de Pacte PME, vous êtes au cœur de cette relation justement dont Arnaud Vessier parlait, qui est le développement, l'aide aux PME, à la fois à l'exportation et plus au niveau national, l'aide aux PME. Comment est-ce que Airbus travaille avec ses sous-traitants et quelles sont les pistes, à votre avis, pour des développements futurs? En fait, c'est pas vraiment paradoxal puisqu'on travaille avec beaucoup de PME, environ 3000, beaucoup dans le secteur aéronautique et évidemment on a des relations de plus long terme puisque il faut pas loin de 10 ans pour développer des technologies, 5 à 7 ans pour développer un avion et ensuite, on le vend 20, 30 ou 40 ans. Donc, ces cycles permettent de structurer davantage les filières. Nous avons 5 fois moins d'ETI indépendantes qu'en Allemagne. On parlait de l'exportation. Voilà une raison fondamentale. Nous n'avons pas cette solidarité qui nous fait, comme le dit souvent Henri Lachmann, chasser en meute. Eh bien, il faut la recréer. Et ce que je fais est dans l'intérêt d'Airbus. Je ne ferai rien contre l'intérêt d'Airbus et les 36 autres grands groupes qui sont membres, c'est la même chose. Mais on prend de ce fait des responsabilités morales, on a un devoir d'ouverture vers les PME pour leur simplifier la vie, pour leur donner des orientations. Je vais vous en donner quelques exemples. Tout d'abord, dans un secteur comme l'aéronautique, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs, on nous demande ce qu'on attend de nous, quelle est notre vision. On peut, dans ces conditions, faciliter les consolidations pour permettre de créer des entreprises plus grosses. On peut davantage attirer les capitaux lorsqu'il y a des marchés qui sont derrière. On a une responsabilité forte dans le soutien à la croissance de ces sociétés. À l'export, on a rédigé une charte à l'export, en accord avec Pierre Lelouch, pour permettre de faire davantage de portage de PME, pour associer nos propres partenaires à nos marchés export. Ça ne coûte rien si ce n'est du bon sens, un certain nombre d'efforts et de changements de pratiques. Il y a aussi le soutien à l'innovation qui va être évoqué. J'aimerais juste indiquer qu'il est important pour les grands groupes d'impliquer le plus en amont possible les PME dans cette R&T. Et les PME qui sont impliquées en amont ont de très fortes chances d'aboutir sur les produits qui ensuite seront développés. Le renforcement des compétences aussi, le tutoring ou le mentoring de petits patrons d'entreprises, de patrons d'entreprises, de petites entreprises par des entreprises un peu plus grosses, c'est aussi important. L'apprentissage, je pense que c'est un sujet majeur sur lequel on doit faire des efforts, nous, grands groupes, ainsi que le soutien financier. Il y a par exemple la création dans l'aéronautique d'un fonds auquel participent notamment Safran et Airbus avec la Caisse des dépôts qui permet d'investir dans des entreprises dynamiques avec une vision de long terme. Je pense que c'est aussi un élément rassurant pour attirer les autres financements. Mais le plus important, c'est changer les états d'esprit. Et quand on est signataire de ce genre de charte ou quand on est membre du pacte PME, eh bien, chez Airbus, vous pensez bien qu'avec 1200 responsables d'achat, il y a au moins 1200 raisons de mal se conduire vis-à-vis de la supply chain. Et chacun d'entre vous a sûrement ce genre d'exemple. Mais on a aussi le devoir de faire valoir ses positions, d'expliquer à nos équipes ce qu'on attend d'eux. On peut être compétitif en ayant de meilleures relations de solidarité avec les PME qui travaillent avec nous, en faisant mieux connaître nos désirs, en s'appuyant sur les plus dynamiques, en les soutenant dans les moments difficiles et notamment les périodes de crise, et en nommant par exemple très simplement un médiateur interne aux achats qui va s'assurer que les mauvaises pratiques qui sont condamnés à juste titre par Jean-Claude Vollot, le médiateur de la sous-traitance, sont bannis. Les membres de l'association Pacte PME s'engagent à les bannir et que les bonnes pratiques qui sont identifiées sont progressivement mises en œuvre. En conclusion, très rapidement, je souhaiterais dire que cette association Pacte PME a des gens formidables et beaucoup de patrons d'entreprise, des pôles de compétitivité, les responsables achats de grands groupes qui viennent avec des idées, qui sont motivés. Mon but est de la faire connaître, mon but est de
positiver, il faut arrêter d'opposer les grands groupes et les PME, il faut les faire travailler ensemble. Ça ne coûte pas grand-chose aux grands groupes de le faire, un peu de bon sens, un peu d'effort, un peu d'éthique. Et si on le fait, eh bien, on contribuera, je pense, à l'émergence d'un certain nombre de PME et de TI parmi les plus dynamiques. Et en retour, nous aurons, nous, grands groupes, des solutions de compétitivité supplémentaires qui seront offertes à nous et la création d'emplois sur le territoire national. Donc, je fais un appel non seulement aux PME qui souhaitent participer par l'intermédiaire d'Étienne à l'ensemble de nos groupes de travail. Je sais que vous êtes tous très pris, mais aussi aux grands groupes. Pour moi, un grand groupe, c'est au-delà de l'ETI, donc c'est au-delà d'1 milliard, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il faut qu'on passe très vite de 37 à une centaine et qu'on puisse démultiplier ces efforts sur le terrain. Merci. Merci. Et Étienne Bernard, avant de vous laisser conclure cette partie PME, on a déjà de nombreuses questions, je vous en remercie, c'est très participatif, des questions qui interpellent directement les membres du gouvernement autour de cette table. Alors je vous en livre 2, 3 qui m'ont marqué. À quand un plan structurel pour la croissance des PME? Qui est le mieux placé pour combattre la crise, les politiques ou les chefs d'entreprise? Et puis cette question, les USA réservent 20% de la commande publique aux PME, que fait-on dans l'Union européenne et en France? Frédéric Lefebvre, Nadine Morano. Alors, sur la question de la commande publique, d'abord, je serai amené dans les toutes prochaines semaines avec Valérie Pécresse à faire un déplacement. Nous annoncerons un certain nombre de choses. Je veux dire d'abord que, vous le savez, la France a été à l'initiative du Small Business Act européen, que ce Small Business Act c'est devenu une réalité, que l'engagement à 20%, comme je le vois, de la commande publique aux États-Unis, la réalité c'est qu'il est d'ores et déjà dépassé en France. Mais par contre, ça n'empêche pas que nous devons, les uns et les autres, agir sur 2 fronts essentiels. D'abord, l'accès à l'information. Et on sait que ça concerne notamment, et c'est très difficile parce que ce n'est pas que le gouvernement, et vous savez les uns et les autres, parce que les marchés publics, vous y avez accès parfois difficilement, que ce sont aussi les collectivités locales. Donc il y a un certain nombre de dispositions qui seront discutées à l'occasion du texte sur la simplification administrative que j'annonçais tout à l'heure, qui permettront de faciliter justement l'accès. Il faut aussi qu'on travaille sur des outils pour améliorer la formation, notamment des portails qui permettent aux uns et aux autres d'être sur les rangs. Il faut qu'on accompagne les PME et les TPE. Il faut sans doute pas, j'en parlais à l'AE hier avec le ministre de l'économie, et on va prendre des initiatives, notamment aussi au niveau européen. Il ne faut sans doute pas faire des mesures spécifiques pour les PME. Il faut sans doute plutôt faire tomber des barrières infranchissables pour les PME. Donc il y a beaucoup de travail qui nous reste à faire sur ces questions. Oui. Alors, sur la question qui consistait à interpeller sur les politiques, à savoir qui était le mieux placé pour résoudre la crise, les politiques ou les entreprises. Je pense que nous n'agissons pas évidemment sur le même terrain et que nous, responsables politiques, nous avons un devoir et des obligations, non seulement franco-françaises évidemment, qui est de donner le meilleur environnement possible aux entreprises. Ce n'est pas nous qui créons directement les emplois. Vous pouvez créer des emplois grâce à vos carnets de commandes, il faut être réaliste. Donc, nous devons vous donner les conditions, l'environnement et la simplification que disait Frédéric Lefebvre tout à l'heure, pour que vous puissiez justement, non seulement vous adapter à la crise évidemment, mais surtout continuer à faire prospérer, croître vos entreprises et même lorsqu'elles connaissent des difficultés, eh bien pouvoir vous accompagner. Quand je dis pas spécifiquement franco-français, pourquoi ? Parce que, évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui êtes dans le domaine économique, c'est que nous sommes dans la zone euro, nous sommes dans un contexte de mondialisation des échanges, et dans ce contexte de zone euro, nous voyons bien que nos interventions doivent se faire de concert avec nos partenaires européens. C'est pour cela que le président de la République agit
à travers la mobilisation de nos partenaires européens pour sauvegarder la zone euro, et c'est important. C'est pour cela aussi qu'il nous faut un gouvernement économique européen qui a été, je dois le rappeler, à l'initiative de la France. C'est important de le rappeler et de dire que c'est ensemble sur la zone euro, nos partenaires de la zone euro, que nous devons agir. Ensuite, techniquement, je pense que nous serons amenés à y revenir au cours des autres thèmes que vous allez développer dans cette table ronde. Il a été évoqué juste avant mes propos le développement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et donc de la ressources humaines et surtout à la fois l'orientation, la formation et comment recruter le plus facilement possible des personnes sur le marché de l'emploi, notamment des jeunes, qui peuvent répondre au profil dont vous avez besoin. Donc, ces politiques économiques en faveur de l'emploi, du développement économique des entreprises, des TPE, des moyennes ou des plus grandes et des grands groupes, c'est de se dire que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions d'exercice économique sur vos marchés, mais que nous devons vous donner la possibilité de réussir au mieux. Je pense juste à une mesure, et j'en terminerai par là pour laisser les autres intervenants s'exprimer, par exemple sur les charges, dont on sait très bien que c'est un poids pour vous, notamment par rapport à l'embauche des personnes. Eh bien, nous avons pris un dispositif de zéro charge pour les entreprises qui embauchent des apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est vrai que pour les plus grands groupes, nous avons été un peu plus coercitifs, puisque là, il s'agit de relever le quota à 4%. Donc, à nous de vous donner le contexte, les paramètres, d'actionner les leviers. À vous de faire le rôle qui est le vôtre, c'est-à-dire eh bien, de faire croître vos entreprises et de les faire fonctionner. Étienne Bernard, je me tourne vers vous parce que vous avez, pour bien vous présenter, une multitude de casquettes. Vous êtes patron d'une entreprise patrimoniale, une entreprise industrielle. Il y avait tout à l'heure une question du public que prévoit le gouvernement pour favoriser le développement de l'industrie. Vous êtes aussi donc président de la commission TPE-PME. Comment une entreprise telle que la vôtre, donc industrielle, patrimoniale, a traversé la crise? Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Alors, j'ai envie de... Effectivement, je vais partir de l'entreprise. Pour le groupe Bernard Controls, la crise a été l'obligation de faire tout ce qu'on avait reporté au lendemain pendant trop d'années. Si je le dis comme ça, un peu de façon négative, c'est simplement parce que, confronté à l'évolution du marché, il a fallu se poser les vraies questions, faire des vrais plans, et comme on est déjà très installé à l'export, qu'on a la chance d'être sur un marché où on a une place relativement de leader, on avait un certain nombre de cartes en main, et il a fallu en 18 mois aller de l'application de nouvelles règles de GPEC à l'implication du lean manufacturing dans l'entreprise, au changement de nom de l'entreprise et au redéploiement sur des pays plus porteurs de nos forces de vente. Donc déjà, et je crois que c'est quelque chose qu'en tant que président du comité PME, on a vu dans beaucoup d'entreprises, les entreprises PME qui ont la volonté de se développer lors de la crise se trouvent en fin de crise très souvent en meilleure position structurelle, je ne parle pas encore des finances, je vais en parler après, en meilleure position structurelle pour se développer. Alors, je voudrais vous donner la vision qu'on peut avoir quand on écoute nos confrères et nos collègues chefs d'entreprise, dont certains sont ici au comité TPE-PME, devant notamment le discours qui est tenu aujourd'hui. À gauche, Fabrice Brégier nous a parlé de Pacte PME. Je voudrais juste donner un chiffre. Il y a 35 grands groupes aujourd'hui à Pacte PME. On en dénombre dans les statistiques officielles 200. Fabrice voudrait être à 100 à la fin de l'année. Vous voyez que ce n'est pas un petit mouvement vertueux. C'est vraiment quelque chose dans lequel on débat. Dans le fond, c'est un magnifique laboratoire d'idées où on peut réellement, entre nous, nous poser les questions de meilleures relations et de meilleurs intérêts entre les grands groupes et les plus petits, sachant que les grands groupes nous emmèneront à l'export si elles y ont intérêt et non pas si on les oblige. C'est une évidence pour tout le monde. Et ce débat, c'est un des succès de l'après-crise. Aujourd'hui, on peut travailler sereinement sur ce sujet. Il y a quelque chose, par contre, qui est moins optimiste, me semble-t-il, dans ce qu'on peut constater, c'est les analyses contradictoires sur l'état des finances des PME et des raisons pour lesquelles elles ne sont pas devenues des ETI. En prenant la presse de cette semaine, par exemple, on peut lire dans la signature d'un grand économiste que je crois qu'on admire tous, l'idée qu'il n'y a pas de problème de capitaux propres dans les PME. On sait d'où ça vient d'une étude qui a été faite
dans le cadre de l'Observatoire du financement auquel le MEDEF participe, et dans lequel on constate, ce qui est une constatation indubitable, que finalement, après la crise, les capitaux propres en moyenne des PME sont situés à un niveau plutôt fourchette haute, il s'agit de statistiques, il s'agit de tout secteur confondu, en fin de crise, par rapport à la comparaison de l'Allemagne. Il faut se méfier de ce genre d'analyse, et quand on rentre un peu dans le détail, il est très facile de comprendre que les entreprises, comme je l'ai dit avant, se sont restructurées, certaines se sont recroquevillées, ce qui cela est très mauvais, d'autres ont mis de l'ordre, et beaucoup n'ont pas investi pendant la crise. Donc il ne faut pas voir là-dedans quelque chose de trop optimiste, et il faut regarder au quotidien ce que disent les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, après la dernière crise, parce que quand on m'a posé la question « Comment êtes-vous après la crise ?», j'ai demandé laquelle. Après la dernière crise, la seule remontée claire qu'on ait eue du terrain, c'est que vont faire les banques. On a réussi à bien améliorer nos relations avec elles. On a eu des travaux avec la médiation du crédit. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que la médiation du crédit va continuer? Pourquoi on a arrêté cela? À ma connaissance, la médiation du crédit est un mouvement vertueux qui va se transformer, qui va évoluer, mais qui est quelque chose qui a montré ses résultats. Je voudrais faire une petite parenthèse. Dans les discussions qui ont lieu au sein de cette maison, par exemple avec les commissaires aux comptes et les experts comptables, et la médiation du crédit, on s'est posé la question, comment peut-on prévenir ces mauvaises relations entre les banques et les PME? Voilà un travail de fond extrêmement positif qui se fait au quotidien et qui est un vrai dialogue qui a lieu, j'allais dire, à cause des conséquences de la crise qui ont alarmé tout le monde. Alors où est-ce que le débat est faussé? Le débat est plus inquiétant quand on lit la presse. Il n'y aurait pas de problème de financement des moyennes entreprises. Or, je fais partie des gens, et je ne suis pas heureusement le seul, qui pensent qu'on a des vrais trous dans les passerelles de financement quand on veut faire croître une entreprise. On a un capital risque qui est un secteur qui marche pas mal du tout. On sait qu'il y aura moins d'argent qui arrivera pour les PME dans ce domaine et on y veille, mais on sait aussi qu'ils ont des impératifs de rapidité pour entrer et sortir qui ne sont pas compatibles avec, j'allais dire, l'autre bonne nouvelle de l'après-crise, c'est que dans l'industrie, on a besoin de temps longs. Des temps longs, pour nous, c'est 7 ans, 8 ans, ce qui n'était pas totalement reconnu avant. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on débat de ces sujets-là. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des solutions, notamment pour rouvrir les marchés financiers aux entreprises moyennes. Je constatais en Corée du Sud l'autre jour que l'un des vecteurs qu'ils ont essentiels pour faire croître leurs entreprises, c'est d'aller sur un marché boursier. En France, nous sommes très en retard dans ce domaine. Donc, on en vient à deux éléments qui me paraissent importants. Premièrement, il faut continuer à travailler à chacun de ces petits secteurs qui sont des manques dans la chaîne de financement des PME. Et il faut peut-être faire savoir, nous, chefs d'entreprise, toute l'évolution mentale, peut-être toute la volonté qu'on a à nous développer. On ne peut pas continuer à dire qu'on n'a pas d'ETI parce que les entreprises patrimoniales ne veulent pas partager la gouvernance. Beaucoup d'entre nous avons ouvert nos capitaux il y a fort longtemps. On ne peut pas... je vous donne cet exemple parce qu'il était dans la presse il y a peu de temps. Voilà, donc après la crise, le souci des patrons de PME qui veulent se développer, c'est continuer, stabiliser et argumenter avec nos banques, car c'est là qu'on a un partenariat important et une créativité à avoir. Merci. Arnaud Vessier, vous voulez réagir rapidement sur... Oui, sur ce débat, bien sûr que ce sont les entrepreneurs qui sont en charge et qui doivent prendre leurs responsabilités, qui les prennent. Mais dans un pays où il y a 56% de la dépense publique qui passe par l'État, il est évident que c'est un jeu à deux. Je pense que ce à quoi il faudrait parvenir, c'est d'avoir un changement de comportement de l'État, qui aujourd'hui est colbertiste. C'est-à-dire que dans le dialogue, l'État veut décider. Il met les entreprises et les organisations syndicales, mais à la fin, l'État veut décider et décide systématiquement, quel que soit le secteur. Et revenir à un système où l'État crée des règles du jeu, mais laisse les acteurs sociaux décider. Par exemple, aujourd'hui, dans le financement de l'entreprise, pour revenir sur le financement de l'entreprise, on dépose des dossiers auprès d'OSEO ou de tas d'autres organismes d'État ou des collectivités publiques qui vont faire leur choix.
On pourrait très bien imaginer, on sait que ça existe dans beaucoup d'autres pays, notamment en Angleterre, l'inverse, c'est-à-dire les acteurs du secteur privé qui montent des dossiers et une fois qu'ils ont monté les dossiers, vont présenter ces dossiers aux collectivités publiques en leur disant financez aux mêmes termes et conditions que les nôtres. Donc le choix n'est pas fait par l'État, le choix est fait par le secteur privé. Et je crois que c'est ce changement culturel qui est très important pour que les entrepreneurs et les entreprises puissent reprendre leur sort en main, de façon à ce que soient elles les décideurs, mais évidemment toujours avec l'accompagnement de l'État, parce qu'il est absolument nécessaire, certainement pour les PME. En un mot. Juste un mot, parce que ce que vous décrivez est très juste. Quand vous prenez par exemple la question des investissements d'avenir, c'est exactement le choix qui a été fait par le gouvernement. L'enjeu est majeur et la décision qui a été prise, qui parfois était difficile parce qu'y compris des entreprises qui n'avaient pas été retenues par des jurys faits de professionnels, sont venus voir le gouvernement en disant « mais il faut que vous nous rattrapiez ». Et le choix qui a été fait, c'est celui de faire confiance à ces professionnels. De la même façon, moi j'appelle ça les investissements à l'aveugle. Je pense que dans l'avenir, il faut qu'on construise, y compris par rapport à un certain nombre de fonds d'intervention de l'État, plutôt que le travail soit fait par ce fonds, d'essayer de savoir qui on doit soutenir, comment on doit le soutenir, à quelle hauteur. Regardez le travail qui est fait par des business angels ou des privés qui, eux, ont la connaissance et amener des fonds publics ensuite à l'aveugle parce qu'on sait que le travail est fait et qu'on peut faire confiance. Donc je crois qu'il y a une vraie évolution de l'État, de la même façon que tout à l'heure je parlais de rapport de confiance. Je pense qu'une des grandes difficultés, si par exemple, dans les mesures que je suis en train de pousser, sur lesquelles on a pris des décisions qui seront traduites dans la loi, si on pousse le rescrit, qui existe beaucoup en matière fiscale, si on le pousse en matière sociale, si notamment vous allez pouvoir utiliser le rescrit avec le RSI par exemple, quand on sait les difficultés qu'il peut y avoir sur le RSI. De la même façon que l'accord tacite, quand l'administration ne vous répond pas sur une question dans un certain délai, que ça vaille accord. Je crois que tout ça sont des changements de culture pour un pays comme le nôtre, mais nous sommes en route sur ce changement. Il faut sans doute aller plus vite. Sans doute que la crise, puisqu'on parlait de la crise, a été utile aussi. Parce que moi je vois sur le terrain, les préfets par exemple, ont changé, vous le savez les uns et les autres, leur mode de fonctionnement depuis la crise. Ils réunissent régulièrement les chambres consulaires, les tribunaux de commerce, les acteurs économiques, pour essayer de voir qui il faut suivre, qui il faut aider, où est-ce qu'il faut être prudent. Beaucoup plus facilement, on accompagne. Et c'est cet État partenaire qu'il faut qu'on construise. Merci. Je vous propose de poursuivre sur le deuxième thème, l'innovation. Nous avons la chance d'avoir plusieurs patrons champions de l'innovation autour de cette table. Charles Becbédé, quand on a préparé la table ronde, vous me disiez, moi, depuis tout petit, j'entends parler de la crise et j'ai l'impression qu'on est toujours en crise. Vous vouliez nous livrer un message d'espoir à base d'innovation. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président Van Rompuy tout à l'heure. Alors, mais Nietzsche nous disait « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Alors, le fait que, c'est vrai, on est en crise depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, depuis les années 70, il semble que l'on vive un état de crise permanente. Il y a parfois quelques petites brèves d'accalmie, qui prennent d'ailleurs la forme de bulles, préparant de futures crises. Et donc les économies développées sont en état de crise perpétuelle. Alors on pourrait aussi dire qu'il n'y a pas de crise. Mais si, il y en a quand même une. Alors on peut se poser la question, d'abord, est-ce qu'il va y avoir un après, puisque le thème c'est plus fort après la crise. Seconde remarque, concernant la description de cette crise, donc quelle est-elle? Est-ce qu'elle prend plein de formes, parce qu'il y a une crise monétaire, une crise financière, une crise souveraine? De quelle crise parlons-nous? Moi, je pense que c'est une crise de confiance. Et là aussi, le président Van Rompuy en a parlé tout à l'heure. Et je vais citer aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, c'était Alain Pierrefitte, dans son livre « La société de confiance ». Il disait que notre monde moderne ne peut fonctionner que grâce à la confiance. On le sait tous. Et il appelait d'ailleurs confiance
le tiers facteur immatériel de développement. Ça fait un peu techno, mais tiers facteur parce qu'il soutient qu'il est plus important que le capital et le travail. On peut aussi l'appeler la gratuité dans les encycliques. Mais cette confiance, eh bien cette confiance, c'est la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et les institutions qu'ils représentent, la loi qui garantit la défense du bon droit, c'est la confiance des chefs d'entreprise en l'avenir. Keynes, d'ailleurs, avait énormément insisté sur l'importance des anticipations des entreprises dans le dynamisme de l'économie. C'est la confiance des ménages dans la possibilité de voir leurs enfants progresser. La natalité, ne l'oublions pas, est directement liée à la confiance en l'avenir. Souvenons-nous du baby-boom au lendemain de la libération. Or, la crise que nous traversons est la crise généralisée de cette confiance. C'est bien la défiance qui a failli précipiter le système bancaire en 2008 à la faillite. Les banques avaient peur les unes des autres, elles ne se prêtaient plus. Et puis, c'est cet été, la défiance des marchés envers la parole publique et envers l'accord du 21 juillet 2011. Et cette défiance qui frappe les États est le point le plus préoccupant, selon moi. Alors, sortir plus fort, à quelles conditions? La crise, ça a été dit, ça veut dire en chinois donc aussi danger et opportunité, mais ça veut aussi dire jugement en grec ancien. C'est le moment du discernement, celui qui aide à y voir plus clair. Cette crise sera salutaire si nous savons en tirer les bonnes leçons. Le plus urgent semble vraiment de restaurer la confiance en la parole publique, car c'est elle qui est la base de la pyramide de la confiance dont l'économie a besoin pour fonctionner. Nous avons besoin d'une parole publique à la fois sérieuse et crédible. Et par manque de temps, je vais simplement, j'accélère, mais on a un problème maintenant au niveau national. Notre État va devoir se remettre profondément en cause dans les prochaines années. L'effort budgétaire à réaliser est énorme et doit aller bien au-delà de la taxation des sodas. Chaque année, c'est près de 150 milliards d'euros qui manquent dans les caisses pour financer le budget de l'État. J'arrête là-dessus par manque de temps et parce que je sors du cadre. Bien, pour terminer sur une note d'optimisme et apporter un premier début de réponse à la question posée. Du point de vue de l'entrepreneur que je suis, moi je trouve les fondamentaux de notre monde tout à fait solides. Nous sommes dans un marché mondialisé qui a su pour l'instant résister à la tentation du protectionnisme, en tout cas pour ce qui est de l'Union européenne. Et pour les entreprises, ce gigantesque marché mondial regorge d'opportunités. Et pour un chef d'entreprise, l'environnement économique est effectivement en crise permanente, comme je le disais tout à l'heure, en mutation permanente, on devrait dire. Donc il est totalement illusoire d'espérer le retour à un environnement stable, avec des marchés connus, bien circonscrits, à la croissance régulière. C'est fini tout ça. La réalité du monde, c'est l'évolution extrêmement rapide des demandes, des technologies, des structures d'offres. Et on peut le déplorer, mais c'est la réalité qui s'impose à nous. Et personnellement, je trouve ça plutôt très excitant. Et on a quand même 2 milliards d'internautes sur notre planète. 4 milliards de mobinautes, les détenteurs de téléphones mobiles. Donc ce sont autant d'entreprenautes en puissance. Et vous savez, quand je préside la commission entrepreneuriat, et c'est ce qu'on essaie de pousser, on dit mais l'entrepreneuriat c'est l'avenir, il faut développer. Et d'ailleurs le succès de l'auto-entrepreneur est un phénomène de société très encourageant. Il y a également tous ces défis auxquels nous faisons face, défis énergétiques, défis climatiques, défis alimentaires, le défi de l'Afrique, du continent africain, une durée de vie qui s'allonge avec les enjeux en matière de santé, en matière de loisirs. Donc les opportunités, elles sont clairement là, elles sont immenses, et c'est à nous de les saisir. Donc je rêve à un monde d'individus plus libres et plus responsables, capables de s'épanouir dans la mondialisation, avec des États forts parce que plus performants et plus efficaces, qui feraient respecter les règles du jeu et des régulations internationales rendues ainsi plus crédibles. Merci de votre attention. Merci.
Guy Shapiro, vous êtes l'auteur d'un formidable livre d'optimisme, de Comeback, How Innovation Will Restore the American Dream, comment l'innovation va restaurer le rêve américain. Comment, de votre point de vue, une entreprise peut innover et quelles stratégies les entreprises, les industries et les pays peuvent avoir pour innover et finalement sortir de cette crise? Je suis désolé, je ne parle pas français. So I will speak in English. Donc, je I am m'exprimerai en sorry. anglais, j'en suis désolé, veuillez m'excuser. I am from the United States. Oui, je suis américain, je viens des We États-Unis. are an association of Et 2,000 nous représentons une companies association de 2000 like entreprises, this organization. un petit We peu represent similaire à votre technology organisation. Nous companies. représentons des We entreprises own and travaillant dans le produce domaine the des nouvelles largest technologies. innovation event in the Nous world, organisons l'un des plus the International grosses Consumer foires Electronics des Show, produits électroniques au monde, each le Salon January international in Las des produits Vegas. électroniques de And grande there, consommation qui se tient chaque année à Las Vegas. almost 3,000 Et c'est à companies cette occasion show que the près de most innovative 3000 products, entreprises and présentent les 150,000 produits les people plus come innovants. from around the Et world, vous avez des including centaines de milliers de 30,000 visiteurs from qui nous outside the viennent United States. de partout dans le monde, et And that show notamment is de focused l'extérieur on des innovation. États-Unis. Et And we are à l'occasion de ce fortunate salon, in the nous United nous States recentrons that sur our l'innovation. Et aux strategy États-Unis, as a nous nation avons la chance d'avoir une stratégie focused nationale on innovation. qui se concentre sur Now, l'innovation. many countries around the world Dans de face nombreux the same pays à travers le challenge monde, today. on fait face aux mêmes défis Very large aujourd'hui, budget deficits. avec des déficits With budgétaires budget très deficits, you have importants et avec three un choices. quand on a affaire à You can un raise déficit taxes, budgétaire, on a trois being solutions. considered On here peut in France augmenter for the les impôts, wealthiest c'est ce people. que l'on envisage de You faire can ici en cut France pour les spending plus hauts by revenus. government, On peut something réduire les governments do not like dépenses ever to des do. gouvernements, c'est une chose que les Or gouvernements you can hésitent grow toujours à the faire, economy. ou l'on peut faire croître et Growth développer l'économie. Only La comes croissance from innovation. ne vient que de l'innovation, n'est générée advantage que of par innovation l'innovation. is L'avantage that de l'innovation, it helps the c'est economy que l'innovation and it creates aide jobs. l'économie et crée des The emplois. disadvantage is that L'inconvénient sometimes it de affects l'innovation, existing businesses, c'est que the status cela a quo, un and impact sur le sometimes status resisted quo by many of those et que businesses. bien des entreprises y opposent une résistance. Aux États-Unis, nous avons cette culture de l'innovation. Et oui, il est vrai que nous disposons des entreprises des plus innovantes au monde, telles que Apple, Microsoft, Facebook, Google, Yahoo, Amazon, Hewlett-Packard, IBM, Intel et bien d'autres. Nous avons également 80% d'entreprises beaucoup plus modestes en taille. Et si nous avons tiré notre épingle du jeu, c'est parce que, tout comme en France, aux États-Unis, nous sommes un pays très hétérogène, avec une culture qui encourage la remise en question du statu quo. Nous avons également cette culture qui s'ancre dans la liberté. Il est possible pour nos citoyens d'avoir de nouvelles idées sans être remis en cause par le gouvernement. Dans notre pays, les entreprises et même les personnes en tant que personnes individuelles, nous avons tous une stratégie. Nous partageons cette stratégie, une stratégie que j'encourage et qui est en train d'être adoptée par les innovations et qui se base sur l'innovation. L'innovation, cela nécessite plusieurs choses. Cela nécessite d'accepter les échecs, d'accepter de prendre des risques, d'accepter la récompense. Cela nécessite également une approche courageuse, un système fiscal courageux qui permette d'introduire rapidement les nouveaux concepts et de faire évoluer les choses rapidement. Hewlett-Packard a introduit un PC tablette au début de cette année. Et cela a été une vraie révolution sur le marché. Et cela est très courant dans le monde des nouvelles technologies. Mais je voulais également dire que la France, avec sa culture très riche, se concentre sur les 5 sens de la force. Et vous êtes en mesure de prendre... Et vous devez réaliser que vous êtes très bien positionné pour tirer parti de l'évolution technologique et de l'innovation. Nous vivons aujourd'hui des temps exceptionnels. N'importe qui, armé d'un ordinateur et d'une connexion Internet haut débit, peut
établir une entreprise mondiale aujourd'hui. Donc ce qui caractérise les entreprises aujourd'hui, c'est leur capacité à faire les choses différemment. Pour moi, l'innovation, c'est faire les choses différemment et de faire des choses que d'autres sont prêts à payer. Ce n'est pas nécessairement un nouveau produit, cela peut être une nouvelle qualité de service, ça peut être une ambiance. C'est ce qui a permis à Starbucks notamment de décoller. Cela peut être le fait qu'aux États-Unis, par exemple, nous disposons d'une entreprise qui s'appelle Netflix, qui est devenue dominante dans la distribution cinématographique et qui est leader de la distribution de films sur Internet. Donc, ce que je dis aux chefs d'entreprise américains et que je dis depuis 5 ou 6 ans, et surtout depuis le début de la crise économique, c'est que si l'on n'innove pas en tant qu'entreprise, on meurt. Et l'objectif, pour être une entreprise innovante, c'est de se poser la question de savoir, en tant que patron de l'entreprise, qu'est-ce qui est important pour moi. Le fait que vous soyez présent à cette conférence signifie que pour vous, l'important, c'est demain, c'est l'avenir. C'est votre vision en tant que leader. Hier, à Washington, j'avais une réunion avec le directeur de la mission des communications et pendant 1 heure, nous avons discuté de ce qui se produirait aux États-Unis dans 5-10 ans, surtout si on s'attend du rétrécissement du spectre Internet. Donc c'est notre boulot en tant que responsable de regarder à long terme. Si l'on ne regarde qu'à très court terme, on est certes un bon chef d'entreprise, mais on ne prévoit pas la croissance à long terme de son entreprise. Et la question qu'il convient de se poser dans une entreprise, c'est de savoir si les idées innovantes sont des idées que j'accueille et que je peux accueillir, ou est-ce que ces idées innovantes sont étouffées dans l'œuf avant même d'atteindre mon bureau par des gens qui veulent protéger le statu quo? Comment est-ce que nous, en tant que chefs d'entreprise, nous permettons à nos collaborateurs de faire naître de nouvelles idées? Les entreprises qui ont réussi et qui m'ont dit leur recette de réussite, c'est tout simplement leur ouverture aux nouvelles idées. Quand vous viendrez nous visiter, et je vous y invite bien entendu à notre salon à Las Vegas l'année prochaine, vous verrez comment émerge l'innovation. Vous entendrez des dizaines de témoignages qui vous montreront comment on peut gérer une entreprise différemment. Vous découvrirez des dizaines de nouvelles technologies convergentes qui vous donneront à vous de nouvelles idées d'innovation. Parce que, en fait, l'innovation fait naître l'innovation. Et l'innovation, c'est quelque chose qui vient par cluster. Bien entendu, l'histoire regardera l'époque que nous vivons et la jugera comme étant une époque de grands changements politiques, certes, mais également comme l'époque du glissement de l'ère analogique à l'ère numérique, de l'ère analogique à l'ère de l'Internet. Et pour ceux d'entre vous qui pensent qu'il n'y aura rien d'autre après l'iPad et la télévision HD, croyez-moi, nous n'en sommes qu'au début de leur révolution. Nous allons vers la biométrie, les nanotechnologies, la robotique, les technologies de capteurs, les voitures sans chauffeur, l'IPv6, les services géolocalisés et toutes ces manières différentes qui vont permettre aux entrepreneurs innovants de faire de l'argent et de répondre à des besoins en vendant un service. Ces entreprises, ces cultures, ces pays qui seront en mesure d'accueillir l'innovation à bras ouverts seront ceux qui vont réussir. Alors aux États-Unis aujourd'hui, ainsi qu'en Europe, on se pose beaucoup de questions sur l'Asie. J'ai été en Asie à plusieurs reprises et croyez-moi, la culture asiatique n'est pas une culture de l'innovation. La culture est une culture de fabrication à moindre coût, de copie, et qui est très différente des cultures que nous avons sur nos continents respectifs. Donc je pense que notre avantage concurrentiel, c'est que nous sommes en mesure de créer des choses nouvelles et utiles. Nous pouvons créer des marques que les consommateurs vont connecter à de la valeur
à une qualité, à des services, à de l'innovation. Prenez l'exemple de la France avec toutes vos grandes marques très très célèbres, des marques de technologie. Regardez aux États-Unis, les 100 plus grandes marques mondiales sont américaines. Je pense qu'il n'y en a que 5 qui viennent d'Asie et 2 sont coréennes, les autres sont japonaises. Donc cela représente des opportunités considérables pour demain. Et maintenant, je serais ravi de répondre à vos questions, mais avant cela, j'aimerais que vous posiez la question de savoir quelle est la stratégie de votre entreprise en faveur de l'innovation pour les années à venir et quelle est la stratégie du gouvernement. Et pour moi qui viens des États-Unis, je peux vous dire que pour les patrons d'entreprises américains, la stratégie du gouvernement devrait être « allez voir ailleurs si j'y suis ». Mais faites en sorte que le système fiscal soit le plus juste que possible, mais laissez-nous embaucher qui on veut quand on veut, virer qui on veut quand on veut, et on saura créer des emplois et de l'innovation sans l'aide du gouvernement. Merci Guy pour ce message d'espoir. Après la crise, il y a un avenir. Je vous invite à préparer des questions à lui poser. On reviendra vers lui lorsqu'elles se seront affichées. Je me tourne vers Isoliskos parce que vous avez beaucoup acquiescé. Vous avez l'air d'être d'accord avec ce qu'a dit Guy Shapiro. Vous, je rappelle donc que vous êtes présidente de la société Mille Merci, spécialisée dans le marketing interactif. Et vous êtes une entreprise qui a profité de la crise et de l'innovation. Alors oui, donc on nous a demandé de réfléchir aux côtés positifs de la crise. Visiblement, c'est un bon exercice qu'on va faire tous les ans maintenant. Et donc moi, j'en ai trouvé 2. Je trouvais ça déjà pas mal d'en trouver 2. Le premier, c'est qu'effectivement, c'est un accélérateur de changement. Et donc, quand on est... nous, notre métier, c'est de faire de la publicité, du marketing sur Internet et les téléphones mobiles. Et effectivement, les directeurs marketing, les directeurs généraux ont re-regardé leur budget marketing et se sont demandé est-ce que ce budget est efficacement utilisé, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser autrement. Et je pense qu'il y a dans plein d'autres secteurs où ce changement qui aurait certainement eu lieu, mais a été très largement accéléré. Donc, ce qui était en tout cas un côté positif pour Mille Merci. Le deuxième, on en a parlé, j'acquiesçais effectivement quand M. Shapiro parlait d'innovation. Peut-être que la deuxième chose positive, c'est que la crise va permettre en France de penser que l'innovation n'est pas que industrielle, ce qui est quand même encore malheureusement quelque chose qui est assez répandu. Et vous le disiez merveilleusement bien, comme seul un Américain peut le dire. Dans toutes les sociétés que vous avez citées, j'en ai pas une entendue, enfin, ou alors je sais, mais a priori, c'est pas des boîtes industrielles. Donc il y a de l'innovation dans les services. L'amélioration d'un process, d'un produit, c'est aussi une innovation. Et j'espère vraiment que la crise va permettre en France de changer cette idée-là, voire cette idéologie peut-être parfois. Et le troisième point, mais que je n'avais pas avant, je voulais remercier monsieur Fabrice Brégier, parce que si effectivement la crise permet aux grandes entreprises de prendre conscience de leur importance pour le tissu des PME françaises, c'est un immense espoir, je pense, pour beaucoup, parce qu'on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement extrêmement positif pour tout le monde, et particulièrement pour les PME qui espèrent devenir un jour des ETI. On l'espère tous, je pense. Merci. Une question qui peut s'adresser à Guy Shapiro, Nadine Morano, et j'aimerais aussi entendre Fabrice Brégier là-dessus. Une question, investir dans la jeunesse pour soutenir l'innovation, démagogie ou véritable projet de société. On pourrait la transformer en investir dans la jeunesse pour soutenir l'innovation. Comment est-ce qu'on investit dans la jeunesse pour l'innovation aux États-Unis? Peut-être Guy Shapiro pourrait nous donner quelques exemples concrets. Est-ce que c'est via les universités? Et comment est-ce qu'on peut mieux former cette jeunesse? Et concrètement, est-ce que ça a des implications pour les entreprises comme Airbus, par exemple? Ça, c'est une très très belle question, parce qu'aux États-Unis, vous avez une dichotomie. D'un côté, nos entrepreneurs qui réussissent le mieux, des gens comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg,
Et Bill Gates ont abandonné leurs études et ont créer des entreprises qui réussissent très bien sur les médias sociaux. D'un autre côté, nous avons une pénurie d'étudiants dans les domaines scientifiques, de matheux par exemple, et on commence à en souffrir. Et la plupart des thèses passées en mathématiques, sciences de l'informatique et ingénierie sont passées par des étudiants étrangers qui quittent les États-Unis une fois qu'ils ont passé leur thèse. Et donc, nous perdons leurs compétences. Je pense que chaque pays a la responsabilité de former ses étudiants. Aux États-Unis, nous avons des manques dès l'école primaire, car nos syndicats d'enseignants insistent pour que tous les enseignants soient rémunérés au même niveau, qu'ils enseignent les sports ou les sciences, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et tout cela est un vrai défi aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons les meilleures universités au monde et nous devons continuer à investir dans ces universités. Pour ce qui est des jeunes, je tiens une colonne régulière dans un magazine mensuel aux États-Unis et j'ai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Les jeunes ont un avantage parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils n'ont en général pas encore de famille, ils n'ont pas de prêts hypothécaires et c'est vrai que la prise de risque, c'est quelque chose de très important dans l'innovation. Par ailleurs, la culture de l'innovation qui permet de prendre des risques sans mettre tout en danger. Quelquefois, les personnes plus âgées ont du mal à risquer. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que les personnes plus âgées, proches de l'âge de la retraite, sont également des gens qui ont une grande sagesse, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui n'aiment pas prendre de risques par rapport à leur retraite. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à intégrer cette sagesse également. Mais l'avenir appartient aux jeunes et chaque société doit faire tout son possible, non seulement pour bien former ces jeunes, mais pour leur permettre de prendre des risques. La tendance contre laquelle nous combattons aux États-Unis, c'est de considérer que tous les enfants sont des gagneurs. Et on veut éviter de faire des perdants. Et tous les parents super protègent tous leurs enfants. Je suis désolée, quand on joue au foot, l'équipe perdante n'a pas besoin de gagner une médaille. Et dans toute société, il y a des gagneurs et des perdants. Et il est important de récompenser les gagnants. Et il est important de reconnaître aussi, d'un autre côté, que l'on se forme, que l'on gagne ou que l'on perd. Dans mon entreprise, quand les gens prennent un risque et font une erreur, eh bien, nous essayons de ne pas les pénaliser. Nous essayons tous de tirer les enseignements de cet échec. Et l'échec est considéré comme quelque chose de positif. Donc, la réponse très courte, c'est fêtons les échecs et récompensons la prise de risque. Nadine Morano. En France, on n'apprend peut-être pas forcément aux jeunes cette culture de l'échec, de ne pas avoir peur de l'échec, qui est probablement un peu la conséquence qui leur permettrait plutôt d'avoir envie d'innover. Est-ce que vous pensez qu'on en fait assez? Il faudrait en faire encore un peu plus? Moi, je crois qu'il faut changer totalement de mentalité, je le pense depuis longtemps, de regard et de faire changer aussi le regard chez nos jeunes par rapport à l'entreprise. Par rapport à leur formation déjà, par rapport à l'orientation, on voit très bien qu'aujourd'hui, il faut offrir aux jeunes une palette des possibles. On sait que par rapport aux formations par alternance, par exemple, l'image était très mauvaise de l'apprentissage avant le bac. C'est vrai qu'après le bac, l'image des formations par alternance a une meilleure réputation dans les familles et chez les jeunes, tout simplement parce que les élus que nous sommes, au-delà de nos responsabilités gouvernementales, nous voyons souvent des familles et des jeunes arriver dans nos permanences et nous dire voilà, j'ai un CV, mais on nous demande toujours d'avoir de l'expérience professionnelle. Et on sait très bien, au regard d'ailleurs de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne, que les jeunes qui ont une formation par alternance entrent beaucoup plus facilement sur le marché de l'emploi. À nous à leur donner d'ailleurs dès la 3e le goût de découvrir l'entreprise. Pourquoi cette année j'ai créé de toutes pièces, pour la première fois, c'est l'été découvre un métier.
70 CFA ont accepté d'ouvrir leurs portes pour que les jeunes s'essayent à un geste professionnel, soient accompagnés par des formateurs, avec leurs parents ou sans leurs parents, et soient guidés par rapport aux débouchés qui existent dans leur bassin d'emploi. Eh bien, ce sont des opérations qui permettent de découvrir l'entreprise, qui permettent de découvrir les formations et surtout qui permettent de prendre conscience à des jeunes qu'on peut commencer par un CAP, on peut choisir une filière de formation qui va jusqu'au niveau ingénieur et on peut justement très bien réussir sa vie. Alors comme le disait Madame Cos qui est juste à nos côtés, c'est idem par rapport à l'innovation, la recherche. On a toujours tendance à croire que les formations par alternance, c'est uniquement le secteur du bâtiment ou les métiers de bouche. Je félicite évidemment ces secteurs qui portent dans leur culture ces métiers par alternance. Or, c'est vrai que tous les métiers aujourd'hui, les métiers d'informatique, les métiers de conseil, les métiers des nouveaux médias, se pratiquent aussi par les formations par alternance. C'est pour cela qu'avec la loi qui a été portée par Gérard Cherpion au Parlement, nous avons ouvert l'ensemble du champ aux jeunes qui choisissent les formations par alternance, notamment sur le secteur de l'intérim, notamment pour pouvoir avoir dans le secteur saisonnier 2 employeurs, notamment pour avoir une carte d'étudiant des métiers, pour être considérés au même titre que les étudiants, en choisissant le secteur de l'alternance, et bien d'avoir les mêmes conditions, les mêmes atouts, les mêmes offres, les mêmes possibilités de bénéficier du Crous. Je dirais tout simplement que si nous avons lancé une campagne de communication, je sais que Laurence Parisot est très attachée à cela, parce que cette prise de conscience qu'il faut dans la société pour nos jeunes, de choisir des formations qui leur permettront de trouver un emploi à la clé, parce que c'est bien beau d'aller dans des formations qui après ne débouchent sur aucun emploi à la clé, nous devons changer de mentalité. Et cette campagne de communication sur l'apprentissage, un diplôme, un revenu, c'est ça, un métier, c'est ça l'apprentissage. À l'issue, on a fait une enquête qualitative pour voir comment ça avait porté dans les familles. Eh bien, 91% des parents, aujourd'hui, se disent prêts à conseiller ces formations à leurs jeunes. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Donnons-leur aussi, au-delà de ces formations, le goût d'entreprendre, le goût du risque, le goût d'entrer dans l'entreprise et le goût de créer. On parlait des juniors entreprises, de leur donner ces conditions parce qu'ils ont beaucoup d'idées, on a besoin de les guider dans leur formation. Ça, c'est notre rôle au sein du gouvernement, à développer non seulement les formations par alternance, à vous donner les possibilités, et vous allez recevoir une campagne de communication aussi à destination de l'entreprise, à vous solliciter pour prendre ces jeunes, parce que c'est la ressource humaine dont vous avez besoin, et vous le savez, parce que vous êtes des formateurs à la culture de votre entreprise. Nous avons besoin de ce gagnant-gagnant entre les entreprises, les pouvoirs publics et les jeunes. C'est comme ça que nous arriverons à leur donner cette espérance en l'entreprise, parce que nous croyons, et je pense que Frédéric Lefebvre est dans cette même, évidemment, pensée, c'est que nous, les emplois chez les jeunes, nous les voyons dans le monde économique, dans l'entreprise, pas financés avec de l'argent public. Vous voyez à quelle référence je veux parler. C'est-à-dire que nous ne croyons pas à 300 000 emplois d'avenir financés avec de l'argent public au moment où nous sommes dans la réduction des dépenses publiques. Nous croyons que ce qui est vraiment porteur, c'est la création des emplois pour les jeunes dans le secteur privé, dans le secteur de l'entreprise. Nous avons mené, j'en terminerai par là, des mesures de simplification à la fois sur les maîtres d'apprentissage, puisque nous descendons le niveau d'expérience. Nous avons créé, je remercie certains membres qui sont là, dont Robert Mahler qui est là, un club de l'apprentissage, parce que beaucoup de personnalités, à l'instar de l'Allemagne, ont commencé par l'apprentissage et sont devenus des grands chefs d'entreprise. Avec eux, nous allons valoriser l'apprentissage, la réussite de nos jeunes, parce que nous savons que là aussi c'est une voie royale. Fabrice, merci. Fabrice Brégy, Airbus est un exemple d'entreprise innovante qui lui a permis de conquérir de nouvelles parts de marché, mais c'est aussi un acteur très important de la vie locale toulousaine, la vie étudiante, toute la formation. Comment ça se passe? Comment est-ce que Airbus travaille avec les jeunes, avec l'innovation? Comment est-ce qu'on peut s'intégrer quand on est un jeune chez Airbus et qu'on est innovant?
Pour les métiers techniques, on a une grande tradition de formation, y compris interne. On pratique l'apprentissage, on a pris l'engagement de le développer et de le faire aussi au service de nos PME qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens. Donc de ne pas recruter 100% des apprentis que l'on va former, puisqu'on va faire beaucoup plus d'efforts. Et je souhaiterais revenir sur ces aspects d'innovation. On a des challenges importants. Si on veut rester numéro 1 mondial, on va devoir continuer d'attirer les meilleurs talents. Et on voit de plus en plus que les jeunes qui viennent du monde de l'Internet n'ont plus du tout la volonté de s'inscrire dans les carcans des équipes de développement classiques. Et donc c'est à nous de regarder ce qui se fait. Visiblement, ça change beaucoup plus, il y a plus de réactivité, il y a plus de flexibilité dans d'autres secteurs liés aux nouvelles technologies. Et on doit se challenger pour nous aussi les attirer sur des métiers de haute technologie, mais travailler différemment. Ça, c'est une des pistes. Une deuxième, c'est on a créé par exemple une cellule de l'innovation. On a quelques dizaines de personnes qui ont un budget, qui ont carte blanche. On leur demande surtout pas de travailler sur des programmes, mais c'est de venir avec des idées, donc d'accepter évidemment l'échec, et de travailler avec des pépinières d'entreprises, des petites structures qui viennent avec des concepts décalés, innovants, auxquels un gros monstre comme Airbus ne penserait pas. Et enfin, moi je souhaiterais rappeler une des faiblesses, je pense, dans notre innovation, qui est ce manque de lien entre les universités, les laboratoires, les centres de recherche des universités et la R&D, la RT des entreprises, et y compris des grands groupes. Même dans un domaine comme Airbus, ça peut vous paraître bizarre, on travaille très très peu avec ces laboratoires. Et on doit faire un effort, et notamment dans le cadre des IRT, des instituts de recherche technologique, je crois que là, il y a une passerelle qui va nous permettre de travailler davantage avec l'ensemble de ces richesses issues du monde de l'entreprise et de l'université, et qui va normalement doper notre innovation et aussi changer la culture du monde universitaire, beaucoup plus tournée, qui doit être beaucoup plus tournée vers le monde de l'entreprise. Étienne Bernard, vous vouliez réagir? Oui, je voulais souligner ce point-là qui a fortement progressé, qu'il faut qu'on continue à faire progresser, et dire que pour les PME qui veulent devenir ETI, qui évidemment devront passer par l'innovation, on a un formidable challenge pour attirer les jeunes talents. Et c'est l'image qu'on va donner de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous, responsables d'entreprise, de nos équipes en place, qui va attirer les talents, qui va leur donner envie de devenir comme nous des chefs d'entreprise. Et là, je crois que notre message aussi, on a à se remettre en cause, car c'est notre optimisme. Moi, j'ai été très surpris des journalistes qui m'ont interrogé quand je suis arrivé. Ils m'ont demandé ce que je craignais, qu'est-ce qui allait se passer, enfin, toujours quelque chose de négatif. Quand on est chef d'entreprise, on est optimiste. L'innovation, c'est porté par l'optimisme. Et ça, je crois aussi que c'est un acquis de la crise. Aujourd'hui, on comprend qu'il faut aller de l'avant. Merci. Juste un dernier point sur l'innovation avant de passer à la troisième partie. Sur le financement de l'innovation, il y a eu une question sur le fonds de 400 millions d'euros pour financer l'innovation. Donc Frédéric Lefebvre, et peut-être Guy Chapiro, d'un mot, si vous pouviez nous expliquer comment aux États-Unis les pouvoirs publics aident au financement de l'innovation. Alors, sur la question, sur le fonds de 400 millions d'euros, en fait, c'est intéressant parce que on est exactement au cœur du sujet sur l'innovation. D'abord, Gary Shapiro a dit des choses très très justes, et quand il a parlé notamment de la jeunesse, qui est à un moment où elle n'a pas de charge familiale, où elle peut prendre des risques, où elle a envie de prendre des risques, et qu'il a rappelé le parcours et la réussite exceptionnelle d'un certain nombre de jeunes qui ont fait pousser les plus belles réussites en termes d'entreprise des dernières années aux États-Unis dans leurs universités, on voit qu'il faut miser sur l'innovation. Ce fonds de 400 millions d'euros, c'est le Fonds national d'amorçage, c'est un fonds des fonds qui a justement pour objet d'intervenir, de prendre des parts dans des fonds qui soutiennent les entreprises innovantes. Mais dans ce sujet qui a été évoqué, il y a aussi toute l'action qui est menée sur les juniors entreprises. Il y a notamment la volonté d'en développer au minimum une dans chacune de nos universités. Et on soutient évidemment le financement de ces juniors entreprises. De la même façon, il y a un appel à projet que nous avons lancé pour sensibiliser 200 000 étudiants à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Ce qu'a dit Nadine Morano tout à l'heure, ouvrir les CFA. Moi, dans un livre que j'ai écrit, Le mieux est l'ami du bien, je dis un certain nombre de choses. Et on est en train de travailler avec la Chambre de commerce de Paris
pour essayer justement de permettre que dans le monde de l'éducation nationale, au moment où il y a les stages qui sont proposés aux jeunes, au moment où les jeunes réfléchissent à leur avenir, on puisse aussi faire venir des retraités parfois d'un certain nombre de métiers de l'entreprise, des entrepreneurs pour leur donner le goût d'entreprendre. Parce qu'on a besoin d'une jeunesse qui entreprenne, qui soit dans l'innovation, parce qu'on a besoin, quand il y a un échec, c'est tellement juste. On est d'ailleurs, le thème même de cette table ronde, c'est de savoir si on sort de la crise plus fort. Et ce qu'a dit Gary Shapiro tout à l'heure, on sort d'un échec toujours plus fort. Et on peut se permettre d'avoir des échecs quand on est jeune, justement. C'est Martin Luther King qui disait, cher Gary Shapiro, chaque crise a ses dangers, mais chacune a aussi ses possibilités. Et que ça soit dans la vie d'un homme ou que ça soit dans la vie d'un pays, ou quand on écoutait le président Van Rompuy tout à l'heure, il faut aussi, quand on est au niveau de l'Europe, tirer les leçons d'un certain nombre d'échecs. Gary Shapiro, c'est le rôle de l'État, selon vous, de financer l'innovation ? Eh bien, le défi de tout pays développé, je pense, et que les gouvernements ne peuvent plus tout faire comme auparavant. Alors, le gouvernement américain est impliqué dans 2 guerres, il a des troupes dans le monde entier, et il y a 50% des Américains qui ne paient pas d'impôt sur le revenu ou qui ne reçoivent pas leur chèque. Donc, je pense que le gouvernement doit promouvoir l'export, et je crois que par l'exportation, mais je pense que le gouvernement américain en fait moins que d'autres dans cette matière. Et bon, nous avons beaucoup investi dans le programme spatial et dans le secteur de la défense, et ça, c'est vraiment un sujet de controverse chez nous, parce qu'en fait, notre organisation n'a jamais demandé de financement gouvernemental. Ce que je peux dire, c'est que nous avons en fait une philosophie différente des autres filières commerciales. Et puis, nous pensons que trop souvent, ici et aux États-Unis d'ailleurs, des gens comme vous, des entrepreneurs, pensent que ce que fait le gouvernement est bien et que le gouvernement sait plus que vous. En fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le gouvernement qui en sait plus, c'est vous, entrepreneurs, qui en savez plus que le gouvernement sur la façon dont on doit créer des emplois. Et c'est cette attitude que l'on essaye de créer, de renforcer aux États-Unis. Donc nous n'avons pas de fonds d'État pour des programmes. Il y a beaucoup de gens qui croient à l'électricité solaire, à la voiture verte, et qui veulent créer des fonds pour cela. Mais je pense que là, c'est en pure perte que l'on investit là-dedans. Je pense que nous avons une philosophie différente aux États-Unis. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'établir des règles spécifiques, de sorte que les gens sachent quand est-ce qu'ils vont contre la loi. Alors qu'en Europe, les règles sont beaucoup plus ambiguës, beaucoup plus détaillées, comprennent beaucoup plus de choses et sont peut-être plus faciles à contourner. Et en fait, je pense que le gouvernement doit vraiment savoir, doit avoir comme rôle d'établir un certain nombre de règles claires. Et voilà. Plus fort dans la crise, c'est plus fort avec ses salariés. Ce sont des salariés plus forts, plus adaptés à la mondialisation. Ce sont des salariés mieux formés en interne, plus intéressés aux performances de l'entreprise. Et voilà un petit peu les thèmes que nous allons aborder maintenant. Nadine Morano, vous êtes ministre de l'apprentissage, de la formation professionnelle. C'est donc une véritable conviction pour vous, la formation en interne? Oui, ben je pense que pour les chefs d'entreprise, c'est aussi une conviction que la formation à la fois continue de leur personnel, même si c'est toujours très compliqué,
mais également, évidemment, je l'ai dit un peu dans mon intervention précédente, sur la nécessité de mieux mettre en cohérence les formations de nos jeunes et les besoins des entreprises. Juste un exemple, c'est j'étais parlementaire à l'époque et j'entendais le directeur de l'ANPE à ce moment-là, puisque Pôle emploi n'existait pas, de nous dire arrêtez de former des secrétaires dans le bassin du Toulois, on ne sait plus où les mettre. En revanche, premier employeur du Toulois, transport et logistique, et on ne trouve pas de personnel formé. Je trouve que cette phrase résume à elle seule la nécessité de mieux travailler en cohérence, à la fois dans chacun des bassins de vie. Évidemment, il y a un dispositif, puisque, comme vous le savez, la préoccupation du gouvernement, et j'aurai à vous quitter malheureusement assez tôt, puisque j'ai une réunion interministérielle sur ce sujet, sur l'emploi, notamment sur les problématiques de chômage, et là aussi sur un dispositif que les partenaires sociaux ont créé et avec lesquels nous travaillons, qui s'appelle la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Ce dispositif, et j'ai signé des accords avec les branches professionnelles, et notamment d'ailleurs en présence de la CGPME, avec AGFOS PME aussi, pour un engagement de plus de 3000 préparations opérationnelles à l'emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cette préparation opérationnelle à l'emploi? Ce dispositif créé et inscrit dans la loi de 2009 sur la formation professionnelle, eh bien, pour la première fois, c'est de mettre en adéquation un chef d'entreprise qui a besoin d'un profil professionnel et qui recherche une personne à embaucher, et un demandeur d'emploi, lui, qui n'a pas la formation adéquate pour pouvoir occuper cet emploi et qui va avoir besoin d'un module de formation. Eh bien, ce module de formation, qui peut aller jusqu'à un niveau de 400 heures, à l'issue, le demandeur d'emploi a un contrat indéterminé de plus de 12 mois ou un contrat à durée indéterminée. Et ces modules de formation sont conçus avec l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui dans cette pleine dynamique de ce dispositif. Nous aurons, d'ici à la fin de l'année, près de 10 000 préparations opérationnelles à l'emploi. Alors ça, je pense que c'est un dispositif dont j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui, parce que je sais que vous recrutez aussi, parce que je sais que vous recherchez des profils. Et les questions qu'on entend très souvent, c'est cette mise en relation de la bonne personne pour le poste donné. Ça, c'est important. Autre question qu'on entend aussi, et là, on a besoin de vous, je vous le dis, même si vous êtes répertoriés sur les dispositifs que nous avons sur Internet, qui s'appellent contrat au pluriel alternance.gouv.fr, nous avons 40 000 offres d'emploi pour les chefs d'entreprise qui proposent justement des formations par apprentissage et par alternance, et évidemment aussi répertoriées sur le site Pôle emploi, sur cette carte de France sur laquelle on peut cliquer, et on peut avoir en direct sur la région concernée les entreprises qui recherchent des personnes pour être formées en alternance ou par contrat de professionnalisation ou par contrat d'apprentissage. Eh bien, tout cela est vraiment de nature à enclencher cette mobilisation. Vous savez qu'en cette période de crise, je crois que là aussi, nous devons tous être très mobilisés, et je le sais que vous l'êtes, bien évidemment, sur ces sujets. En tout cas, au-delà des mesures que nous avons prises sur l'adaptation législative avec la loi Cherpion, sur l'ensemble des dispositifs de simplification, mais aussi sur le portail qui est dédié à l'alternance, qui sera complètement rénové, qui vous permettra d'enregistrer en ligne les contrats d'apprentissage, que vous pourrez saisir en ligne, que vous pourrez calculer en ligne d'ici à la fin de l'année. Notre objectif, c'est de vous donner les moyens, évidemment, d'arriver à développer l'apprentissage et l'alternance dans vos entreprises, notamment lorsque vous avez des très petites entreprises, là où nous savons, en tant que responsables politiques, que notre rôle, c'est de ne pas vous envahir de paperasse et de vous simplifier la vie. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est d'aller chercher les marchés, d'aller chercher les clients, et à nous à tout faire, justement, pour vous simplifier la vie administrative. Je lisais une question, j'en terminerai par là, sur un internaute, je pense, qui posait cette question sur les écrans, qui disait est-ce qu'on ne pourrait pas aussi beaucoup plus favoriser la présence de chefs d'entreprise dans les établissements à l'école?
Alors on ne peut pas tout vous demander non plus. Hein. On sait que vous devez accueillir en 3e, on vous demande d'accueillir des jeunes pendant 4 jours qui sont juste dans le stage d'observation. Et merci de le faire, merci de le faire. Moi je crois que ce qui serait important, et là c'est du politiquement sans doute incorrect, c'est d'ouvrir aussi beaucoup plus le dispositif de l'éducation nationale et de permettre à des gens qui ne sont pas issus du sérail éducation nationale, eh bien de pouvoir se dire, moi un jour j'ai envie d'aller enseigner et de passer par cette filière et de dire, ben, moi aussi je peux venir vous enseigner l'économie et de leur réserver des modules de formation spécifiques. Je crois que c'est en aérant un peu la connaissance économique, la manière de le transmettre et la façon de faire entrer les entreprises à l'école très tôt, et nos jeunes aussi dans les entreprises, à travers les portes ouvertes. Vous savez, il y a eu quelques opérations qui ont été faites, qui ont bien marché. C'est pour permettre aux enfants des salariés d'entreprise, à travers la charte de la parentalité, je le cite parce que c'était mon ancien portefeuille, mais à travers cette charte de la parentalité, à ce que les jeunes, enfin, ce que les enfants des salariés puissent venir visiter l'entreprise. Ben là aussi, c'est la prise en relation directe de ce qui se passe dans l'entreprise et de faire bien connaître comment les choses fonctionnent. Je crois que vraiment, c'est sur vous que nous devons miser et c'est grâce à vous qu'on va créer des emplois. Donc, travaillons ensemble, main dans la main, de manière très dynamique. On compte sur vous, en tout cas. Merci. Merci, Nadine Morano. Charles-Marie Jotras, je rappelle, donc vous êtes PDG de Daniel Féo Immobilier. Vous avez, traversé pas mal de crises depuis 20 ans dans l'immobilier et vous avez mis en place une organisation très originale de rémunération de vos salariés. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu au patron dans la salle en quoi ça consiste. Effectivement, la crise, nous, dans l'immobilier, on connaît un petit peu. Avant l'euro, c'était à peu près tous les 6 ou 7 ans. C'est les crises du bâtiment, d'ailleurs, de la construction et l'immobilier. C'était des cycles qui venaient régulièrement. Et depuis l'euro, la dernière, d'ailleurs, c'était la crise des crises. Elle a duré de 91 à 96. Pendant cette période, on a fait environ 60% de notre chiffre d'affaires normal, dans l'immobilier en général. Et depuis l'euro, eh bien, on a eu une crise après Lehman Brothers, qui a été assez violente. Elle a duré 6 mois, mais pendant ce temps-là, on a fait environ 35% du chiffre d'affaires moyen. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent effectivement supporter une baisse de leur chiffre d'affaires de 65%. Et donc on est obligé effectivement, c'est un peu dans nos gènes, d'avoir des méthodes, d'avoir des techniques qui nous permettent comment dirais-je, de passer ces périodes dans lesquelles le chiffre d'affaires baisse très fortement. La première des raisons qui fait qu'on est effectivement plus fort après la crise, c'est que quand on perd 65% de son chiffre d'affaires, la première des choses qu'on regarde, c'est un peu trivial, je m'en excuse, mais on regarde de très près le point mort et premièrement les charges fixes. Et c'est vrai qu'on a réalisé après Lehman Brothers qu'on pouvait encore faire baisser nos charges fixes entre 10 et 30% pour la plupart des postes. Bon, c'est vrai que c'est un travail qu'on ne fait pas normalement parce que c'est un peu rasoir, mais quand vous voyez votre chiffre d'affaires qui dégringole, il n'y a pas de... Bon. Donc ça marche. Le deuxième, et ça c'est véritablement, j'allais dire, congénital à l'immobilier, nous avons une grande flexibilité de nos charges salariales. 95% de notre personnel a une part qui est comprise entre 30 et 95% de leur salaire qui est variable. Alors, il y a une contrepartie qui est considérable, c'est qu'on paye plus cher, les salaires sont plus importants en longue période. La deuxième contrepartie, c'est que, c'est un peu le contrat qu'on passe avec nos salariés, nous n'avons jamais fait de licenciement économique malgré les fluctuations extrêmement violentes que je vous ai citées. Donc pas de licenciement économique, des salaires plus importants en période normale, mais par contre une flexibilité à la baisse qui nous permet de survivre. Et on n'a pas le choix. Donc l'obsession de la baisse du point mort. Le deuxième élément qui fait que les crises pour nous permettent de sortir plus fort,
ce sont les vertus darwiniennes de la crise. La crise, c'est une accélération. La crise, pour nous, à chaque nouvelle crise, c'est une accélération des mutations qui nous permettent de survivre et de gagner des parts de marché par rapport à nos concurrents. Et ça dans 3 domaines essentiellement. D'abord, toujours le domaine des hommes, puisque nous sommes une industrie de services. Donc l'élément le plus important, ce sont les hommes et les femmes, puisqu'on a d'ailleurs une majorité de femmes, y compris au niveau d'encadrement. Pendant les crises et surtout entre les périodes de crise, nous sommes en permanence, notre obsession, c'est d'élever le niveau de qualification de nos collaborateurs. Ça passe par l'information. Madame le ministre est partie, c'est dommage, mais et ça passe par effectivement, à l'occasion du turnover naturel et éventuellement que l'on accélère, toujours rechercher les meilleurs. Le deuxième aspect, c'est d'améliorer la machine, d'intégrer plus rapidement les innovations, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans les systèmes d'information. Et le troisième élément que je citerai, qui est peut-être un peu particulier, mais qui est assez classique dans les entreprises familiales, la crise nous a obligés aussi à effectuer une restructuration de notre capital de façon importante. Et là, j'en parle parce que cette restructuration qui en fait a permis à l'entreprise de survivre, qui a consisté à faire, puisqu'il y avait plusieurs familles qui étaient actionnaires, certaines depuis très très longtemps, de faire en sorte que toutes les familles actionnaires de l'entreprise dans lesquelles nous avions différents métiers, chaque famille dirigeante est devenue majoritaire dans le métier qu'elle contrôlait. Cette restructuration était vitale, l'entreprise n'aurait pas survécu à la dernière crise si elle n'avait pas été faite, et cette restructuration du capital n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la disposition que certains appellent, je crois, la niche Copé, qui permet effectivement de... Je ne sais pas pourquoi c'est une niche d'ailleurs, mais qui permet effectivement d'exonérer à hauteur de 95% les plus-values des participations. Donc j'entends parler parfois de la remise en cause de cette disposition. Sans cette disposition, le groupe aurait probablement disparu. Donc, conclusion, les crises, ça permet effectivement d'avancer. Et il y a une chose qui pour nous est très importante, puisque nous sommes les hommes, c'est la chose la plus importante, c'est que c'est dans les crises que les employés réalisent qu'ils sont dans le même bateau que les employeurs. Que tout ça, ça fait partie, on est un tout, on est obligé d'être solidaire. Tout le monde mobilise les énergies, notamment dans ces périodes de crise, et le sentiment d'appartenance à cette chose commune qui est l'entreprise en sort fortement renforcé. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Stéphane Brousse, dont vous avez rejoint votre entreprise familiale en 1981, dont vous avez ensuite pris la tête, et vous m'avez dit, lorsqu'on s'est parlé, « Mon entreprise a décollé le jour où j'ai compris l'importance des ressources humaines ». Oui, le jour où j'ai compris l'importance des ressources humaines et le jour où je m'en suis beaucoup moins occupé. Donc déjà, ça démystifie quand même le bonhomme. Quelque part, effectivement, intervenant en dernier, avant de répondre à la question, j'aimerais juste faire un petit commentaire, je m'octroie ce droit-là, sur ce que j'ai entendu à cette table. Et je dois dire que j'ai été très conquis par le discours de Gary Shapiro. C'est rassurant, c'est un vrai bol d'air, on voit que c'est pas la même culture, les États-Unis. Et j'aimerais que vous voyiez dans cette salle que des winners et non pas des losers. Et j'aimerais également que nous soyons tous collectivement acteurs du futur, parce que j'ai compris que les États-Unis étaient tournés vers le futur et surtout pas vers le passé. Bon, heureusement, on a compris que vous étiez américain aussi. Quand vous demandez au gouvernement quelle est sa stratégie, vous ne pouvez pas savoir que la seule stratégie du gouvernement, c'est de passer 2012. Mais ça, Frédéric Lefebvre, vous l'aurez dit, bien entendu, même s'il a dit qu'effectivement, il comprenait la culture de l'échec, mais il ne se l'appliquait pas, effectivement, au monde politique, j'imagine. Nous comprenons la culture de l'échec également dans l'entreprise. Voilà. Un petit... Alors, je ne suis pas venu pour vous parler de ça, je suis venu pour répondre à la question, finalement, est-ce qu'on est plus fort après la crise? Ben oui, la réponse, c'est une petite PME. Alors là aussi, un petit bémol qui va vous rassurer pour ceux qui sont en concurrence avec les États-Unis, c'est que j'ai vu, en regardant sur l'épaule de mon voisin, que j'étais CEO de Ocean Spray International, qui n'est jamais qu'un de mes fournisseurs depuis 20 ans. Désolé, Gary, je ne suis qu'un client d'Ocean Spray.
Donc on a encore de l'avenir. Les États-Unis font de l'intelligence économique, mais on ne leur donne pas au MEDEF toutes les informations, vous vous en doutez bien. Merci. Alors, fort après la crise, oui, bien sûr, ma petite PME a quasiment doublé son chiffre d'affaires dans les 5 dernières années, en dépit de 2008, en dépit de 2009, et pour autant, ce n'est pas un modèle, et ce n'est pas du tout ce que je suis venu développer ici avec vous. Comment ça? Je l'ai un peu expliqué et défloré le sujet en disant en s'en occupant moins, c'est sûr. Tous les présidents qui sont ici et les patrons de boîtes qui sont ici font ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sortent un peu du quotidien de leur entreprise pour aller s'enrichir l'esprit, écouter Gary Shapiro et les autres, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai mis 25 ans, je vous le dis honnêtement, à comprendre comment ça fonctionne une PME. Alors, je suis peut-être un petit peu lent, pas très rapide certainement, mais qu'est-ce que j'ai compris dans le fonctionnement d'une PME? C'est qu'en fait, on ne pouvait pas faire tout seul. Moi, j'étais persuadé que j'étais le meilleur acheteur, le meilleur vendeur, le meilleur recruteur, Nadine Morano en a parlé, celui qui devait s'occuper d'absolument tout dans l'entreprise. Et quand je l'ai fait un petit peu moins, à cause ou grâce au MEDEF, l'histoire dira cela plus tard, plutôt grâce pour l'instant, quand je l'ai fait un petit peu moins, je me suis aperçu que j'étais obligé de structurer ma boîte, d'embaucher des bons. Les bons, on les payait cher certainement, mais c'est un investissement. Et quand on regarde une boîte de service comme la mienne, qui est pourtant dans un domaine extrêmement traditionnel, quoi de plus traditionnel que le fruit sec ou la conserve de fruits, on s'aperçoit que finalement, ce qui nous manque, ce sont les compétences. Embaucher des bons, investir dans l'équipe. L'équipe, c'est 67% de mes dépenses, comme vous tous certainement dans les boîtes de service. 67% des dépenses, ça vaut le coup qu'on fasse un investissement là-dessus, quoi. Mais il faut se forcer, et le principal frein au développement de la compétence de ces équipes, c'est bien entendu celui qui détient dans l'entreprise, et là ça fait rêver les politiques, tous les pouvoirs, c'est le chef d'entreprise, surtout quand il est patrimonial dans une PME. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Quelle a été l'alchimie qui fait que pendant 20 ans, j'ai traîné mes guettes comme tout le monde, à pleurer auprès des banquiers quelques crédits parce que je ne m'en sortais pas en trésorerie, et que tout d'un coup, ça marche bien, on arrive à obtenir des résultats, à créer des fonds propres, à innover, à aller à l'international, on est sur plus de 40 pays aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? C'est la tête du bonhomme. C'est ça qui est étonnant. C'est la mentalité du chef d'entreprise. On est également les principaux freins au développement de nos entreprises. Il faut qu'on arrive à s'en convaincre. Et il n'y a que nous qui pouvons le dire. Si Frédéric Lefebvre l'avait dit, je lui serais rentré dedans, bien entendu. Mais on sait tous que le chef d'entreprise, à un moment donné, doit également se former. Mais ça ne suffit pas. Il manque quelque chose de primordial et fondamental. Si vous voulez animer cette main-d'œuvre, cette compétence, ces équipes que vous avez avec vous, il vous faut le tuyau. Et il manque le tuyau. Fabrice Boisgier, il connaît bien ça. Dans les grands groupes, il n'y a aucun problème. On va voir le DRH qui s'occupe de tout. Dans une PME, qui s'occupe de ça? C'est forcément le patron. Et qui déteste le plus la RH que le patron de PME? Personne d'autre. Parce que, est-ce que vous m'imaginez, moi, passer 3 heures, parce que c'est ce qu'il faut faire, à faire un entretien individuel avec un de mes salariés, 3 heures à l'écouter, pas de téléphone, il faut que je pense à rien d'autre qu'à écouter ce que me raconte le salarié pour comprendre comment je pourrais améliorer sa motivation et comprendre quel est son mal-être ou son bien-être selon les cas. Et accessoirement, discuter à la fin de la rémunération. Si on peut l'éviter quand on est chef d'entreprise, on est souvent content. C'est une erreur majeure. Et je crois que quand je me suis trompé pendant tant d'années, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, j'ai appris qu'effectivement, dans les grands groupes, il y avait des RH. Donc, ça sert de côtoyer des grands groupes. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Tout à l'heure, Fabrice Boisgier l'a dit également, il ne faut surtout pas opposer les grands aux petits. C'est d'une stupidité totale. Les petits apprennent terriblement des grands. Et peut-être que les grands peuvent apprendre aussi la souplesse, la rapidité et l'efficacité des petits. Tout ça, ça existe. On avait appelé ça la PME attitude. Je pense que ça reste encore d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé? Mais on s'est dit finalement, dans nos petites PME, est-ce qu'on pourrait se payer une RH? Et à quoi ça sert une RH? Non, bien sûr, on n'a pas les moyens. Par contre, on peut la forfaitiser. Et moi, j'ai une RH qui vient tous les mercredis après-midi, passer 4 heures, j'ai 20 salariés. Mais je lui dis, mais tu vas rien foutre, tu vas passer 2 après-midi et après, ça va être fini. Et il y a la queue, comme chez le dentiste, pour aller voir ma RH, et je ne sais pas ce qui se dit, et je ne veux surtout pas le savoir. Par contre, quand j'ai un recrutement à faire, elle me dit non, mais là, ce profil-là, ça va pas aller. Je t'ai dessiné un profil là, mais lui, il va pas s'entendre avec un tel qui a tel poste. Lui, il faut le changer de place, etc., etc. Elle fait un boulot de RH, quoi, tout bête. Et ça me coûte quoi? Ça me coûte 10 000 € par an. Je donne même les prix, donc c'est pas cher. Donc je crois qu'à un moment donné, inventer dans l'entreprise le tuyau qui s'appelle RH, dans lequel on va passer tout le reste, les accords d'intéressement, ô combien j'y crois aux accords d'intéressement. Cette année, on va distribuer plus de 2 mois d'intéressement aux salariés. Je peux vous dire que les salariés, c'est eux qui me disent que la boîte marche bien. Quand j'arrive, c'est la première chose que je fais, je passe par l'entrepôt. Ils me disent, c'est super, aujourd'hui on a fait 40 camions. Je dis, bah, c'est bien les gars, mais il y a trop de boulot. Non, non, c'est bien, continuez comme ça. Bien entendu, parce qu'ils sont intéressés. On n'a rien inventé, on a découvert l'intéressement. Et c'est pour
ça que j'en veux au gouvernement, moi, quand il invente la distribution des primes contre dividendes, qui est d'une stupidité totale. Je le dis et je le répète, parce que c'est l'inverse de ça. On fait un résultat et à la fin, il n'y a aucun lien avec le résultat. Bon. Frédéric Lefebvre, on ne sera pas trop sévère, parce qu'on comprend pourquoi aussi. Il y a une année électorale, on est solidaire également. Mais quelque part, c'est vrai, l'intéressement, c'est fabuleux. Et on nous met un forfait social. Je ne suis pas là pour râler, parce que c'est vraiment pas l'image que je veux donner. Mais 2, 4, 6, 8, on aura 10 en 2013. C'est sûr, c'est gagné d'avance. Ça ne nous va pas, ça. Parce que ça tue le système de l'intéressement, qui est... Le principal problème qu'une RH doit régler, c'est comment arriver à motiver mes équipes pour qu'elles soient à 90% de la performance. C'est fondamental dans une PME. Voilà, je ne voulais pas en dire trop par rapport à ça. Au-delà de ça, je crois que la crise nous a appris qu'effectivement, il y a des grands équilibres à respecter, qu'effectivement, il faut améliorer ses fonds propres, mais surtout, la différence entre une petite PME et un grand groupe, c'est 1, la capacité de lever des fonds, ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir, mais c'est 2, de monter le niveau de compétence de ses équipes, et ne nous oublions pas, dans cette démarche, monter également le niveau de compétence des chefs d'entreprise que nous sommes et qui avons tous les pouvoirs. Merci. Merci. Merci Stéphane Brousse pour ce cri du cœur et cette bouffée d'optimisme. Il nous reste quelques minutes. J'avais une question pour Frédéric Lefebvre. Est-ce que le ministre des Entreprises est rassuré par ce qu'il vient d'entendre? Est-ce qu'il pense que les entreprises sont plus fortes, les entreprises françaises semblent plus fortes après la crise? Et est-ce que vous êtes prêt à entendre certaines critiques ou commentaires qui vous ont été faits? Vous savez, il faut d'abord, évidemment, toujours entendre les critiques. Mais en même temps, bien sûr, je sens que la crise, j'en parlais d'ailleurs avec mon voisin à l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opportunité pour les uns, pour les autres, de se remettre en cause, de se remettre en question. Peut-être que s'il n'y avait pas eu la crise, sur la simplification dont on parlait tout à l'heure, là où on est en train d'essayer de progresser, y compris que l'État, que l'administration se remette en cause, change ses process, peut-être ne l'aurions-nous pas fait. Peut-être que tout ce qui a été dit, cet intérêt pour les ressources humaines, la conscience des grandes entreprises qu'il est nécessaire, dans leur sillage, de s'occuper des petites entreprises. Peut-être que tout ce que nous sommes en train de faire sur l'innovation, s'il n'y avait pas eu ces crises successives, peut-être y compris les choix courageux qui ont été faits en matière d'investissement, peut-être aussi le choix de déléguer quand il y a des projets d'investissement, les investissements d'avenir qui sont si lourds, 35 milliards d'euros d'investissement, 60 milliards ensuite quand on ajoute la participation du privé, peut-être que jamais l'État n'aurait osé déléguer ses pouvoirs à des professionnels, à des jurys. Donc je crois que c'est important que les entreprises se remettent en question, c'est important que l'État se remette en question, parce que les crises, c'est ce que disait d'ailleurs Gary Shapiro tout à l'heure, ça revient à ce que quand il y a un échec, on doit évidemment tirer des leçons. Et ce que je ressens des entreprises, des échanges qu'il y a pu avoir ici, de toute façon, c'est très clair pour moi. C'est que vous êtes dans la réalité. Moi, j'entends être dans la réalité. Je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il ne peut pas y avoir d'échappatoire. Et que, puisque c'est ça votre question, est-ce que je sens les entreprises prêtes à se battre et à continuer de résister et à innover? Oui, mais je l'ai dit au début de mon propos, en venant ici, je n'avais aucun doute. Parce que, encore une fois, je les rencontre sur le terrain chaque jour. Et je vois bien que quand on est chef d'entreprise, qu'on est dans la réalité, on n'a pas d'autre choix que de se remettre en question. Voilà, cette table ronde se termine. Je voulais en votre nom vraiment remercier tous les intervenants parce que, d'abord pour la qualité de leurs propos, ils étaient nombreux, ils ont été patients et je les remercie d'avoir vraiment respecté les règles du jeu. Et désolé s'ils ont eu l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer et merci aussi pour toutes vos questions.